Vous installer, vous asseoir, de mettre en mode vibreur vos téléphones portables, tout ça. Et on va poursuivre. Donc là, c'est cet après-midi un temps consacré à la décarbonation des réseaux, je le disais. Et puis on finira l'après-midi avec, on parlera d'émissions résiduelles de CO2 et de voir quels sont les enjeux pour le stockage. Voilà. On commence tout de suite donc sur la session numéro 2, le sous-sol pour la décarbonation des réseaux aux différentes échelles. On a d'abord un premier temps de cadrage, là encore, comme ce matin, avec monsieur Philippe Laplège, qui est juste là, que je vous prie d'applaudir. Et je vous remercie, monsieur Laplège, d'être là. Vous êtes conseiller expert à l'ADEME et pendant une petite vingtaine de minutes, je vous propose de nous parler d'un laboratoire, les ZNI. Voilà. Hein, en quoi est-ce que c'est un laboratoire? On va le découvrir tout de suite avec vous. Vous pouvez déplacer les slides en appuyant sur le petit bouton là. D'accord, ok, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, parler effectivement des ZNI. ZNI, une zone non interconnectée, et parler de la décarbonation effectivement des réseaux dans ces territoires isolés et le rôle de la géothermie dans le cadre de cette décarbonation. Et je illustrerai les choses par un peu ce qui est fait sur l'arc Caraïbe et les Antilles. Alors les ZNI, en deux mots, ce sont les territoires français qui ne sont pas reliés au réseau électrique national, hormis la Corse qui est reliée partiellement. Donc il s'agit essentiellement de territoires insulaires. Donc ces zones regroupent la Corse et les îles bretonnes. Côté donc Amérique, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon. Sur l'océan Indien, la Réunion, Mayotte, donc au nord de la Madagascar, et puis dans l'océan Pacifique, Wallis et Futuna. Sur le Pacifique, il y a effectivement d'autres territoires français, qui sont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, mais qui ne sont pas considérés en tant que tels comme ZNI, de par leur statut politique particulier, mais qui présentent les mêmes problématiques en termes d'énergie que ce qu'on appelle vraiment les ZNI. Alors, ces ZNI, ce sont des territoires effectivement insulaires, donc éloignés du réseau électrique national. Et donc la production d'électricité se fait localement et essentiellement à partir d'énergies fossiles importées, donc du fioul lourd, ou du charbon, voire du gaz, qui sont transformés sur place dans les centrales thermiques ou diesel, et donc avec des coûts de production excessivement importants. Donc là, vous avez en dessous là, du texte le coût du mégawattheure produit dans ces territoires. Si on enlève la Corse à gauche du diagramme, on est à un coût moyen de l'ordre de 300 € le mégawattheure pour l'électricité produite. Sur ces territoires, ça peut aller même beaucoup plus sur certains d'autres. En France métropolitaine, alors ça c'était des coûts de 2021, donc ça avant la crise énergétique actuelle. Donc on imagine que les coûts vont certainement vont augmenter fortement avec cette crise. En métropole, le coût moyen du mégawattheure, ça tournait avant la crise énergétique autour de 50-60 € le mégawattheure. Donc il y a une différence de coût extrêmement importante. Alors, il est évident que les consommateurs d'électricité dans ces territoires ne peuvent pas effectivement payer le kilowattheure au prix où il est produit. Donc a été mis en place un dispositif de péréquation tarifaire au nom de la solidarité nationale qui fait que chaque consommateur dans ces territoires, consommateur d'électricité, a accès au même tarif d'électricité que s'il était en métropole. Et donc la différence de coût entre le coût de vente de l'électricité et le coût de production est absorbé par un dispositif qu'on appelle la CSPE, une charge de service public de l'électricité, qui jusqu'en 2015 était donc alimenté par chaque consommateur d'électricité avec une petite taxe donc, qui allait alimenter effectivement ce dispositif. Et depuis 2015, cette charge a été budgétée. Et donc ce sont maintenant les impôts qui effectivement alimentent cette charge, qui est quand même relativement conséquente, puisqu'en 2021, rien que pour cette péréquation tarifaire, le montant s'élevait à plus de 2 milliards d'euros pour ces territoires.
Si ce dispositif de péréquation tarifaire doit être maintenu au titre de la solidarité nationale, il coûte cher, il va coûter de plus en plus cher, et il comporte un certain nombre de biais. Hein. Alors, il n'incite pas vraiment à ce qu'on appelle la sobriété énergétique maintenant, c'est-à-dire à la maîtrise des consommations d'énergie électrique. Il n'encourage pas non plus à développer des solutions techniques pertinentes basées sur les énergies locales, donc renouvelables. On en reste toujours à développer des solutions plutôt classiques et traditionnelles, faisant appel aux énergies fossiles. Et puis surtout, il maintient la dépendance de ces territoires vis-à-vis d'importations. Alors, ce qu'on observe, c'est que ce dispositif, effectivement, il n'a pas vocation à perdurer en l'état, parce que les énergies renouvelables sur ces territoires, aujourd'hui, sont à des coûts de production bien inférieurs aux coûts de production des énergies fossiles. Là, vous avez effectivement sur la gauche le niveau de coût de production des énergies renouvelables qui s'échelonne entre 150 et 150 euros le mégawattheure, à comparer aux 300-350 euros le mégawattheure que je citais tout à l'heure. Ça, première chose. Donc, en termes de développement, l'intérêt de développer ces produits, ces énergies, c'est de réduire effectivement la CSPE, le montant. Autre chose, c'est que ces énergies renouvelables sont des énergies peu émettrices de gaz à effet de serre. Et là, vous avez sur le tableau les ACV, donc les analyses de cycle de vie réalisées pour un certain nombre de filières, la plupart, de production d'électricité. Et on voit qu'effectivement, une filière comme le charbon, ou voire le fioul lourd, ça émet pas loin de 800 grammes de CO2 par kilowattheure. La géothermie, on est à autour de 40-50 grammes de CO2 par kilowattheure. L'éolien, c'est autour d'une dizaine de grammes par kilowattheure. Donc l'intérêt de ces énergies, c'est aussi de réduire largement les émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a intérêt effectivement à développer ces énergies. Et c'est beaucoup ce que la loi de transition énergétique et de la croissance verte qui a été votée en 2015 a assigné à ces territoires ultramarins, en fait, avec des objectifs donc d'autonomie énergétique basés sur le développement des énergies renouvelables. Donc là, vous avez les objectifs qui avaient été fixés en 2015. Et donc l'idée, c'était de parvenir à l'autonomie énergétique en 2030 pour la plupart de ces territoires. Le mix est encore pas mal fossile, comme on le voit sur le diagramme, où en grisé, c'est la part en fait par ZNI de la contribution à la production d'électricité des énergies fossiles. Alors il y a deux catégories de ZNI, donc les grandes ZNI, entre guillemets, Corse, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, où là on constate malgré tout que depuis les années 90, il y a eu une préoccupation pour essayer d'encourager le développement des énergies renouvelables. Et déjà, certaines ZNI ont des pourcentages de contribution d'énergie renouvelable qui ne sont pas négligeables. Voilà. Mais c'est une tendance. Aujourd'hui, on a des investissements sur les énergies fossiles qu'il faut amortir. Et donc la transition est un processus long et on va inévitablement aller vers cette décarbonation des réseaux électriques existants. Alors pour atteindre ces objectifs, la loi de transition énergétique a mis en place un dispositif qui s'appelle la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Alors il y a une PPE qui existe au niveau métropolitain, mais l'intérêt là, c'est que pour chaque ZNI, il y a une PPE qui a été mise en place et qui est coélaborée à la fois par les services de l'État et par l'autorité locale, donc soit une région, donc dans le cas par exemple de la Guadeloupe ou de la Réunion, soit par la collectivité territoriale, comme en Martinique ou en Guyane. Voilà. Donc l'autorité politique locale participe donc à l'élaboration de cette PPE. Donc c'est un outil de pilotage de politique énergétique. Voilà. Alors disposant de cet outil et d'un fort potentiel d'énergie renouvelable en raison des spécificités géographiques de ces territoires, les ZNI peuvent ainsi devenir de véritables laboratoires pour la promotion des énergies renouvelables à l'échelle d'un territoire. On peut expérimenter pas mal de choses, comme on va le montrer. Tout ça couplé effectivement à une politique dynamique de maîtrise de la demande en énergie. Et donc de devenir en fait quelque sorte des territoires, des vitrines pour d'autres territoires, et transposer ce qui
se fait là-bas, par exemple sur des territoires métropolitains. On est à l'échelle de ces territoires, à l'échelle de, je sais pas, un département français, ça fait quoi? Ça fait 5000, 6000, 7000 km². La Réunion, c'est 2500 km², la Guadeloupe, 1700 km², la Martinique, 1000 km². Donc on a l'échelle de territoires qui correspondent en métropole à des grosses agglomérations, quoi, hein. Et donc on peut tout à fait transposer ce qui est développé là-bas au niveau de la politique énergique, de développement des énergies renouvelables sur des territoires métropolitains, mais aussi à l'export, qu'on va le démontrer, comme on va le montrer. Alors, la géothermie dans cette décarbonation des réseaux électriques insulaires a un rôle à jouer. Alors, la géothermie, pour la production d'électricité, on peut la réaliser essentiellement dans des zones particulières, ce qu'on appelle les zones à la limite des plaques tectoniques. Ce sont des zones où il y a des remontées de magma vers la surface, des zones particulièrement chaudes, qui sont illustrées sur la map monde là, en rouge. Et donc, c'est les zones où on peut effectivement produire de l'électricité à partir d'une ressource énergétique du sous-sol, où on a des gradients géothermiques dans ces zones particulièrement élevés. Bon, à titre de comparaison, en zone géologiquement stable, comme dans le bassin parisien, à 1000 mètres de profondeur, on va se retrouver à 45 degrés, hein, du fait de l'augmentation de la température avec la profondeur. Dans des zones comme en Guadeloupe, surbouillante, à 1000 mètres de profondeur, on va se retrouver à une température de 260 degrés. Donc ce n'est pas des contextes géologiques comparables. Et effectivement, sur ces zones-là, on va pouvoir produire de l'électricité. Alors, pour produire de l'électricité, il faut d'abord un vecteur pour aller capter en profondeur, remonter cette chaleur du sous-sol vers la surface. Et pour cela, il faut qu'il y ait la présence d'aquifères, donc de formations rocheuses fracturées, dans lesquelles va circuler de l'eau qui s'est infiltrée au fil du temps depuis la surface. Alors sur le petit schéma, c'est soit de l'eau de mer ou de l'eau de pluie, hein, voilà. Et donc cette eau se réchauffe au contact des roches. Au-dessus du réservoir, il y a une couverture imperméable et qui fait que donc l'eau ne remonte pas, donc elle est sous pression. Et donc on va réaliser des forages pour aller capter cette eau. Cette eau sous pression va remonter dans le forage, et en remontant dans le forage, va perdre un peu de sa pression, et une partie du fluide va se transformer en vapeur. Donc en tête de puits, donc c'est le schéma en bas, à gauche, on va se retrouver en tête de puits avec un mélange d'eau et de vapeur. Alors généralement en valeur massique, c'est 80% d'eau et 20% de vapeur. Et puis on va séparer ces deux phases dans un cylindrique, un séparateur, où l'eau va se diriger vers le bas par gravité, puis la vapeur par le haut. Et cette vapeur, on va ensuite la récupérer pour la turbiner et donc produire ainsi de l'électricité. Donc voilà un peu le schéma très simple d'une production d'électricité géothermique. Et l'eau séparée, elle est réinjectée normalement dans le sous-sol. Donc ça donne des centrales comme celle qui est représentée sur cette photographie. Et on a des centrales dont la puissance moyenne va de 5 MW à 50 MW, sachant que la puissance moyenne observée au niveau mondial, c'est de l'ordre de 20 à 30 MW par installation. Sachant qu'un champ géothermique, on n'exploite pas tout d'un coup, on va installer au fur et à mesure du temps plusieurs unités, si c'est possible, de 10, 20 MW, et ainsi de suite. Alors, l'intérêt de la géothermie, c'est que dans un mix énergétique électrique complètement décarboné, tel qu'il est envisagé sur les ZNI, certaines ZNI, c'est une énergie, contrairement à des énergies dites intermittentes ou variables, comme le solaire éolien, c'est une énergie de base qui est disponible tout le temps. Et là, vous avez dans le petit tableau, effectivement, les facteurs de charge des différentes centrales de production d'électricité. Et la géothermie peut fonctionner, par exemple, à plus de 90% du temps à pleine charge. Donc pour un gestionnaire de réseau, ça peut être une solution tout à fait intéressante de réserve d'énergie, de disposer ainsi vraiment d'une base. Et c'est ce qui fait un peu la force de cette géothermie au niveau donc d'un territoire insulaire. Alors
rappelle que les Édénies concernés par la géothermie sont principalement la Guadeloupe, la Martinique, donc sur la zone des Antilles, et puis dans l'océan Indien, la Réunion et Mayotte. Alors, on a parlé de laboratoire, hein, et donc je vais vous illustrer cette notion de laboratoire par ce qui se passe sur l'arc Caraïbe. Alors, l'arc Caraïbe, c'est une succession d'îles volcaniques qui est située donc à l'ouest de la mer des Caraïbes et qui fait face à l'océan Atlantique. C'est une zone de subduction qui a permis effectivement la création d'îles volcaniques, et ces îles recèlent potentiellement effectivement des ressources géothermiques pour produire de l'électricité. Donc ça va de Saba au nord jusqu'à Grenade au sud. Donc il y a 2 territoires français qui sont là notamment, importants, donc qui sont la Guadeloupe et la Martinique. Et puis au nord, il y a deux petits territoires qui sont Saint-Barthélemy et Saint-Martin, mais qui, elles, ne sont pas des îles volcaniques, ou qui l'ont été, mais qui ne le sont plus. Voilà. Et donc une zone intéressante pour développer des choses. Et on a pu démontrer que en installant des centrales géothermiques sur ces territoires, qui font l'objet maintenant depuis plus d'une vingtaine d'années de travaux, d'évaluation de ressources. Donc il y a eu pas mal de travaux, soit études, soit forages. On a des potentialités pratiquement sur l'ensemble de ces îles-là, en rouge, qui permettraient effectivement, de décarboner vraiment le mix électrique global de la zone. Et on pourrait arriver sans trop de problèmes à décarboner, à avoir une contribution de la géothermie à hauteur de 30% du mix électrique global, sans compter les possibilités d'interconnexion entre îles, dont je ne parlerai pas ici, mais qui sont des possibilités un peu futuristes, mais qui pourraient un jour se faire, donc c'est-à-dire relier les différentes îles par des câbles sous-marins, et puis développer les solutions énergie renouvelables, assurer la production d'énergie électrique grâce à ces énergies, et assurer donc la fourniture de la demande, voilà, de façon tout à fait pertinente pour l'environnement. Alors, nos 2 territoires, donc Guadeloupe et Martinique, vraiment intéressés par la géothermie, il existe aujourd'hui une seule centrale géothermique en fonctionnement sur l'arc Caraïbe, qui est celle de Bouillante en Guadeloupe. Ce qui fait de la Guadeloupe un peu un territoire pionnier en la matière et qui peut exporter son savoir-faire effectivement sur l'ensemble des autres îles. Alors sur Bouillante, vous voyez la zone dans le carré blanc, là, c'est une centrale qui fait 15 MW avec 2 unités et qui assure aujourd'hui entre 6 et 7% de la production d'électricité de l'ensemble de la Guadeloupe. En ce moment, donc, il y a un nouveau projet qui est en cours sur le site existant d'une dizaine de mégawatts qui va porter donc l'installation à 25 MW et donc à 13-14% de la production de l'ensemble de l'archipel guadeloupéen en termes d'électricité. Sur les 10 ans, 15 ans, 20 ans à venir, il y a d'autres projets qui peuvent émerger. Donc un projet sur Bouillante, mais sur le nord de la baie de Bouillante, qu'on estime aujourd'hui, mais ça serait à confirmer ensuite grâce à des forages, à 20-30 MW. Il y a un projet donc au sud de Bouillante, sur la commune de Vieux Habitants et près de la Soufrière, où on peut espérer peut-être, si les forages le confirment, une ressource de 20-30 MW. Et puis il y a une zone qui n'est pas indiquée ici, mais qui est toujours dans le sud de Basse-Terre, qui est la zone de Capesterre, vers la Soufrière, où là on est plutôt dans une période encore de recherche de réservoirs potentiels existants en profondeur. Si bien qu'à terme, si on va sur le développement effectivement des énergies renouvelables sur ce territoire, la géothermie à l'horizon de 10, 15, 20 ans pourrait couvrir 30-40% du mix électrique de la Guadeloupe. Sur la Martinique, on est un peu moins avancé. Il y a 2 zones intéressantes, l'une au nord de la Martinique, autour de la montagne Pelée, et puis au sud, avec ce qu'on appelle les Anses d'Arlay, où là, il y a des potentialités éventuelles de réservoirs géothermiques en profondeur, aptes à produire de l'électricité. Et puis sur cette carte de la Martinique, n'est pas indiquée effectivement la zone centrale, avec la baie de Fort-de-France, où là, il y a un projet, non pas de production d'électricité qui est envisagé, mais de production de froid à partir de géothermie. Voilà.
Donc ça, c'est aussi une autre application de la géothermie. Donc là, il faut une ressource qui soit à température moyenne, autour de 100 degrés, pour permettre, avec des machines d'absorption, de fabriquer du froid et ensuite diffuser ce froid par un réseau de froid. Alors, depuis plusieurs années, effectivement, ces territoires français servent un peu de vitrine ou de laboratoire à ce qui pourrait se faire en contexte insulaire avec la géothermie, sachant que de par le monde, il y a pas mal effectivement, de zones, d'îles qui renferment des potentialités en géothermie. Et déjà, on peut déjà regarder ce qui peut être fait au niveau de l'arc caribéen. Alors, la problématique de la géothermie, comme la plupart des énergies renouvelables, alors surtout sur ce territoire qui sont des territoires très contraints d'un point de vue du foncier, c'est des petits territoires où il y a une biodiversité très riche qu'il faut préserver, où il y a des activités touristiques qu'il faut développer, où il y a des risques majeurs, des risques sismiques, des risques de tsunami, fait que c'est compliqué effectivement de réussir à intégrer de façon réussie ce type de projet. Et puis ensuite, il y a également l'avis des populations, qui, bien que ça puisse effectivement apporter beaucoup à la collectivité locale, pas parce que c'est de la géothermie, c'est pas parce que c'est renouvelable que les riverains sont d'accord pour accepter ce type de projet. Donc on travaille en termes d'exercice à promouvoir, donc une démarche d'intégration environnementale et sociétale, réussite du projet de géothermie en contexte insulaire. Et l'ADEME, avec ses partenaires et la région Guadeloupe, vient de sortir un guide justement qui vise à démontrer ce que peut être cette démarche d'intégration environnementale et sociétale réussie, avec une forte implication des populations locales. Et donc ce guide va être disponible d'ici à la fin de l'année, il sera publié en français et en anglais. Il montre ce que c'est que la géothermie, comment ça fonctionne, quelle est la démarche de montage d'un projet et comment on peut réussir à impliquer de façon, dès le début des projets, les populations concernées à la réussite de ces projets. C'est aussi un territoire où on peut expérimenter des nouvelles techniques d'exploration, ce que fait en ce moment le BRGM, qui a développé des techniques là, issues du monde pétrolier il y a quelques temps, a expérimenté ça sur la zone d'eau bouillante et qui est en train de voir ce que ça pourrait donner sur l'île de Saint-Vincent, qui est une île entre Grenade et Sainte-Lucie, au sud de l'arc caribéen. Oui, développer des savoir-faire en matière de gestion de réservoirs ou de pilotage d'installations. Donc il y aura des installations dans le futur et les territoires français peuvent être effectivement des exemples de ce qu'il faut faire. On peut développer d'autres usages. J'ai parlé du froid tout à l'heure, mais il se dit qu'on pourrait aussi, avec la géothermie, développer des sources de production d'hydrogène vert. Et donc ça entraîne derrière des possibilités de mobilité verte. Donc il y a quand même des choses intéressantes aussi à décliner avec la production géothermale. Ces territoires peuvent aussi servir de lieu de formation aux acteurs, à la géothermie. Et donc, pour assurer un peu ce rôle d'animation d'une filière à l'échelle caribéenne, est en projet la création d'un centre caribéen d'excellence sur la géothermie, basé en Guadeloupe et qui est actuellement donc en cours. On espère que ce centre sortira d'ici à la fin de l'année. Il est piloté par la région Guadeloupe, en association donc avec les partenaires industriels, l'ADEME, le BRGM notamment. Et ce centre aurait pour vocation de servir de centre de ressources pour l'ensemble des îles de la Caraïbe sur la géothermie, de dispenser des modules de formation sur la géothermie. On a besoin effectivement de former des gens à cette activité. Et puis essayer de coordonner par exemple des actions de recherche. Il y a plein de choses à faire sur le sujet. On envisage aussi avec le BRGM que ce centre soit un centre de gestion de données sur la géothermie. Voilà. Donc en conclusion, effectivement, les EDENI sont des territoires particuliers, très contraints d'un point de vue énergétique, et notamment de par leur isolement. Donc il y a des objectifs d'autonomie énergétique qui ont été fixés à ces territoires. La géothermie
peut y contribuer, et avec un peu ensuite décliner sur ce territoire qui peuvent servir de laboratoire, décliner ce qu'on y développe dans d'autres contextes similaires au niveau international. Et puis on peut aussi peut-être décliner ça sur des territoires métropolitains, voilà, pas forcément sur la production d'électricité, mais montrer qu'on peut, sur un territoire, effectivement, encourager le développement de la géothermie dans toutes ses composantes. Voilà, merci pour votre attention. Merci, Monsieur Laplège. Merci beaucoup. On va vous inviter à reprendre votre place. Bien sûr, sentez-vous libre de participer au moment des débats qui s'en suivront. Vous pouvez vous asseoir là, si vous voulez. Et donc, merci d'avoir donné un exemple assez patent sur la question de la décarbonation des réseaux aux différentes échelles. Et on va continuer donc cette session pour nous éclairer sur les ressources et les usages du sous-sol pertinents pour réussir la transition bas carbone des réseaux énergétiques à différentes échelles. J'appelle sur scène, j'allais dire, Louis Londe, Antoine Charbonnier, Thomas Coll et Jacques Ripoll et Michael Philippe, s'il vous plaît. Et là encore, j'aime bien les applaudissements. C'est mon côté Jacques Martin, je sais pas. Et regardez, oh, il manque une chaise. Je vais aller en chercher une, parce que je ne vais pas tenir une heure comme ça debout. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette table ronde. On va continuer à parler de décarbonation des réseaux, bien sûr. Je voudrais qu'on commence cette petite table ronde avec, pour chacun d'entre vous, s'il vous plaît, une petite description de votre métier au quotidien, d'où vous venez, enfin, de quel organisme, structure vous venez. Qu'est-ce que ça signifie d'être, par exemple, pour Antoine Charbonnier, responsable du pôle stratégie et innovation à Terega, pour Louis Londe d'être directeur technique projet innovation à Geostock, pour Thomas Coll d'être professeur à l'Institut de technologie de Karlsruhe, et pour Michael Philippe d'être responsable unité géothermie et stockage énergie au BRGM, et pour Jacques Ripoll d'être associé et membre du conseil de surveillance d'EREN Group. Voilà, pour qu'on comprenne un petit peu d'où vous allez parler. Et puis, pour chacun d'entre vous, si vous y arrivez, peut-être qu'on peut trouver une réponse consensuelle, mais qu'est-ce que c'est la décarbonation ? Ça veut dire quoi, décarboner des réseaux, tout simplement? Allez, on commence par Michael Philippe. Vous n'avez pas de micro, ça va être compliqué. Bonjour à tous, Michael Philippe, donc je suis en charge de l'unité géothermie et stockage d'énergie au BRGM, une unité qui regroupe des ingénieurs-chercheurs de différents profils pluridisciplinaires, alors essentiellement des géosciences bien sûr, mais aussi quelques profils utiles pour la géothermie, communication, sciences sociales, mais aussi des énergéticiens qui sont dans cette équipe. Alors quand on vous dit décarbonation, et on ne rentre pas tout de suite dans les détails des projets, s'il vous plaît, mais juste alors, décarbonation des réseaux, bah, c'est les émissions de CO2 par kilowattheure des réseaux qu'on va chercher à réduire. Et donc la géothermie est une voie pour y parvenir. Et il n'y a pas que la géothermie, il y a aussi le stockage. Louis Londe, vous travaillez à Geostock, qui fait vous êtes directeur technique projet et innovation, vous faites du conseil sur le stockage. Oui, bonjour à tous. En effet, donc je suis directeur technique de cette société qui s'appelle Geostock. Et le rôle du directeur technique, c'est d'organiser, d'animer, de maintenir les compétences pour rester au top de notre profession, qui consiste à fournir des solutions de stockage souterrain, alors pas uniquement d'hydrogène, même si aujourd'hui on va parler d'hydrogène, pas uniquement d'hydrogène, donc historiquement d'hydrocarbures, mais aujourd'hui d'hydrogène. Voilà, donc c'est un rôle d'animateur, d'organisateur et de maintien des compétences. Vous vous retrouvez dans la définition de décarbonation qui vient d'être donnée par Michael Philippe? Oui, alors chacun va l'entendre comme il veut. C'est ça qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir ma partie, je suis sur une niche, hein, donc ma niche, c'est de proposer des solutions de stockage. Et en quoi le stockage, ça permet de décarboner? Ça permet de stocker des choses qui sont décarbonées. C'est plutôt ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que principalement l'hydrogène, hein, c'est essentiellement ça. On propose des solutions de stockage d'hydrogène. Alors l'hydrogène peut se stocker autrement qu'en souterrain, mais s'il y a des grandes quantités, le souterrain se justifie. Et donc on propose des solutions de stockage qu'on va voir après. Ouais. Donc ça c'est un grand volet, mais la décarbonation, c'est pas uniquement l'hydrogène, c'est également l'air comprimé, hein, qui est une solution qui peut être intéressante et qui se stocke en souterrain. Et puis à l'autre bout de la chaîne, il y a séquestrer le carbone. C'est aussi une activité de notre société.
À côté de vous, il y a à votre gauche Jacques Ripoll, qui, je le disais, est associé et membre du conseil de surveillance d'ERN Group. Un petit pitch rapide de ce que c'est ERN, même si je pense que dans la salle, beaucoup d'entre vous... Alors ERN, c'est un groupe qui a été fondé par celui qui a vraiment développé les renouvelables en Europe et en France, c'est Paris Moratoglou et David Corchia. Paris Moratoglou qui devait être avec qui devait être là et qui a le Covid, voilà. Donc il s'en excuse auprès de vous. C'est un groupe ERN, ça veut dire économie au sens préservation, économie des ressources naturelles. Donc l'idée c'est assez large finalement. C'est pas seulement la décarbonation, mais pour ce qui est de la décarbonation, finalement nos deux métiers, c'est en fait à la fois d'essayer de produire des énergies qui soient pas carbonées, et puis aussi, parce que c'est aussi important, faire en sorte qu'on utilise moins d'énergie dans l'ensemble de nos activités industrielles ou individuelles. Et pour répondre à la question sur la décarbonation, alors il y a plein de définitions et je pense que celles qui ont été données sont très bonnes. Moi, je voudrais rajouter un élément, en tout cas qui paraît important, c'est finalement pourquoi est-ce qu'on veut décarboner ? Parce que quelque part, c'est quand même le but principal, c'est pas la décarbonation en soi, c'est les conséquences d'une non-décarbonation. Et donc, moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que aujourd'hui, quand on produit du carbone, du CO2, c'est quelque chose qui reste dans l'atmosphère pendant des centaines d'années. Et donc l'analogie que je prends quand j'essaie d'expliquer ça à mes interlocuteurs, c'est finalement, à chaque fois qu'on utilise sa voiture, un avion ou une usine, on rajoute une couette sur son lit. Et 2050, c'est pas on n'aura plus de couettes sur nos lits. En 2050, on arrêtera de mettre des couettes sur nos lits. Donc on se rend compte que la décarbonation, c'est pas un enjeu mineur, c'est d'arrêter de mettre des couettes en 2050. Et on a toutes les chances de pas y arriver. Il faudra du temps pour que les effets de nos décisions collectives se fassent sentir. Beaucoup de temps. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette prise de parole synthétique. Monsieur Kohl, merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous travaillez en Allemagne, au KIT. Vous êtes donc professeur et vous avez plein de projets passionnants. On ne va pas tout de suite les aborder, mais voilà, votre cœur de discipline, votre cœur de métier en tant que chercheur, vos domaines de recherche spécifiques. Okay. Oui, je suis Thomas Kohl, je travaille à Karlsruhe. Dans le KIT, Karlsruhe Institut de Technologie. Et on profite de l'infrastructure qui est là à Karlsruhe. Alors, d'un côté, c'est les ressources géothermiques. D'un côté, ce sont les étudiants. De l'autre côté, c'est l'industrie qui est autour de nous et aussi la politique. Alors, on essaye et l'entourage des communes. Alors, c'est un peu, on travaille avec ces aspects d'une manière avec assez un grand succès. Alors, il faut vraiment pouvoir éduquer et former les étudiants pour l'avenir, pour qu'ils peuvent prendre des responsabilités en avenir. Comment, en tant que chercheur, vous regardez cette notion de décarbonation ? Déjà, le simple fait que tout le monde n'ait pas forcément complètement exactement la même définition derrière, même si apparemment là, il se dessine un consensus, est-ce que c'est problématique ? Comment vous regardez ça ? Oui, alors pour la décarbonisation, naturellement, c'est la chaleur. Hein. Il faut travailler avec la chaleur géothermique. C'est comme je disais, alors, au moment, il y a une très grande opposition dans la fossé rhénane contre la géothermie, et il faut vraiment convaincre la population. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui. Et on fait ça naturellement pour pouvoir implanter ces projets d'avenir. Et on va revenir sur le projet Deep Store avec vous tout à l'heure. Oui, alors si ça pour vous le va. Deep Store, pour le projet Deep Store, on essaye. Alors tout à l'heure. Ok. Donc, c'était juste un teaser. Je ne sais pas si vous l'avez bien, si je l'ai bien présenté. Regardez ce PowerPoint qui marche bien. Ah, c'est top. Merci beaucoup. On va continuer bien sûr avec notre dernier panéliste que je n'ai pas eu le temps de présenter plus en détail très rapidement seulement, Antoine Charbonnet. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle stratégie d'innovation à Terega. Terega, c'est une société qui a pivoté, a fait un gros changement d'activité. Oui, alors ou je caricature. Oui, alors, effectivement, on est en train de pivoter. Et on essaie de le faire. Alors le cœur de métier au départ, Terega. Alors Terega, donc certains d'entre vous nous connaissent peut-être déjà. Historiquement, on est un opérateur d'infrastructures gazières, c'est-à-dire qu'on opère un réseau de 5000 km de canalisation dans le sud-ouest de la France. On opère également au centre de ce réseau un site de stockage qui permet de stocker l'équivalent de 33 TWh de gaz. Et on met en fait ces infrastructures à disposition de nos clients, que sont principalement les grands fournisseurs d'énergie, pour leur permettre d'acheminer le gaz jusqu'à leurs clients, c'est-à-dire donc
l'entrée des agglomérations et à l'entrée des zones industrielles. On leur permet également d'avoir suffisamment de réserves de gaz à la veille de l'hiver, de sorte de pouvoir assurer une certaine continuité d'approvisionnement lors des grandes périodes de froid. Voilà. Votre métier à vous concrètement, Antoine? Alors, je suis responsable donc, du pôle stratégie, innovation et depuis peu également de l'activité de développement. On s'attache donc avec mon équipe à construire donc, en fait, les plans d'action stratégiques sur chacune des activités du groupe Teréga, de ce qui est devenu le groupe Teréga, c'est-à-dire une activité d'infrastructure gazière régulée d'une part, et puis une nouvelle filiale qui s'appelle Teréga Solutions, dont je crois j'aurai l'occasion de vous parler juste après. Oui, exactement. Décarbonation, ça rime avec quoi chez Teréga? Alors, décarbonation, ça rime avec carbone. Je ne cherchais pas forcément une vraie rime. Hein, non, mais en réalité, non, mais quand on parle de décarbonation, pour moi, c'est un projet. C'est un projet avec différents packages, différentes solutions complémentaires. Ces solutions, ça va de la sobriété à l'effet. La sobriété, c'est un horizon, c'est pas une solution. Ça se traduit par des solutions d'optimisation énergétique. Alors après, une fois qu'on a réussi à réduire la consommation, on peut chercher à rendre cette consommation plus verte. Et pour le reliquat de CO2 qu'on conserverait, on pourra envisager d'autres solutions comme le stockage de carbone. Mais finalement, toutes ces solutions vont faire appel à un jeu de compétences qui sont différents, mais qui doivent nous permettre collectivement de réussir en fait à réussir ce projet en fait collectif de décarbonation qui s'inscrit dans un planning extrêmement contraint. 30 ans pour les projets dont on va parler. C'est court. C'est relativement court. Voilà. Ouais. On ira se poser la question tout à l'heure du point de savoir comment on peut éventuellement accélérer les choses à la toute fin de la table ronde. Je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, vous allez avoir la possibilité, mesdames et messieurs, de poser toutes vos questions et partager vos remarques à l'envi au moment de la dernière partie de cette table ronde, que je vais diviser en 3 temps. D'abord, on va faire un petit état des lieux, mais on était déjà dans ce premier temps, hein, voir un petit peu comment vous regardez cette question-là, sur la question de la décarbonation des réseaux. On va parler ensuite de projets. On va essayer de donner un petit peu de temps à chacun pour parler d'un projet. Donc, par exemple, je parlais de Deep Store tout à l'heure avec monsieur Cole, mais on parlera aussi on fera un petit focus sur Picasso, sur EGEO avec monsieur Charbonnier, etc. Et puis, dans un dernier temps, on parlera des freins et leviers qu'il faut actionner. Et c'est à ce moment-là également qu'on parlera de cette course de vitesse dont vous me disiez, monsieur Charbonnier, qu'elle était engagée et qu'il fallait bien en prendre la mesure. Je reviens rapidement vers monsieur Cole parce que j'aimerais profiter de votre présence, d'autant que je crois savoir que vous devez quitter assez tôt cette tribune, donc j'aurais surtout optimisé votre présence cet après-midi sur l'Allemagne, sur le rapport à cette question de la décarbonation. Qu'est-ce qui se passe, pour poser la question de manière très très ouverte, en Allemagne sur les sujets de décarbonation depuis ces dernières décennies? Et puis deuxième question, comment vous regardez ce qui se passe un petit peu en France? C'est intéressant d'avoir votre regard international. Okay, alors, en Allemagne, on avait se concentrer dans le passé surtout sur l'éolien et sur le solaire, et on a un peu abandonné l'idée de la géothermie. Mais maintenant, avec les problèmes du gaz avec lesquels l'Allemagne est fortement confrontée, on se retire, on revient à la géothermie. Et maintenant, il faut même les ministères de Berlin, ils soutiennent énormément la géothermie. Un des plus grands projets mondiaux en géothermie, ça se déroule à Munich, par exemple, où en 2035, on veut contribuer la chaleur à la commune de Munich complètement par l'énergie renouvelable, alors le chauffage à distance par le renouvelable et dont la majorité par la géothermie. Alors ça, c'est un des très très grands projets en Allemagne. Surtout, nous, à Karlsruhe, naturellement, il y a des projets industriels qui se déroulent aussi en Fossé Rhénane, chez nous, du côté allemand, aussi en collaboration avec l'industrie française d'ailleurs. Mais nous, à Karlsruhe, on se concentre sur les projets de recherche. Alors, on a le Géolab, c'est pour regarder la sismicité dans le cristallin et comment réduire les risques autour de la sismicité. Mais le projet dont je voudrais parler ici, c'est le projet Deep Store. Alors, sur lequel on va
parler dans quelques instants. Je garde ça pour un petit peu après. Sur ce qui se passe en France versus ce qui se passe en Allemagne, vous me disiez qu'il y avait un réveil de la belle endormie, j'allais dire, ces dernières décennies. Est-ce que vous regardez, est-ce que vous êtes vigilant à ce qui se passe en France? Est-ce que, pareil, il y a eu des moments d'intérêt? Est-ce qu'on vit un âge d'or, d'après vous? Enfin voilà, qu'est-ce qui... Bon, malheureusement, le développement de la géothermie en France et en Allemagne, ce n'est pas en parallèle. Tandis que si le gouvernement français avait poussé dans le passé fortement en géothermie, l'Allemagne avait ralenti un peu et maintenant, c'est les Allemands qui poussent pour la géothermie. Et je crois que la situation en France, c'est pas encore, ils ne reprennent pas encore l'engagement d'Allemagne. Alors ça, c'est un peu deux ondes qui ne sont pas synchronisées, je veux dire. Mais peut-être en avenir, ça va venir, c'est l'Europe qui pousse fortement aussi, et c'est aussi International Energy Agency qui pousse pour la géothermie fortement, et je crois que ça va s'améliorer la situation en général. On a déjà pas mal parlé de géothermie aujourd'hui, mais je voudrais dans quelques instants donner la parole à Michael Philippe sur peut-être la géothermie basse température, parce que c'est un vrai outil, en tout cas, de décarbonation, et je voudrais qu'on fasse un petit focus avec vous là-dessus rapide. Mais je reste sur l'état des lieux d'abord au niveau européen international, et je me tourne vers M. Ripoll. Est-ce que vous avez l'impression que depuis ces dernières années, j'allais dire, le nombre de projets que vous pouvez suivre à votre échelle, je rappelle que vous êtes une société qui a des projets à l'international, peut-être qu'on pourra en décrire un par exemple, est-ce que vous avez l'impression que ce nombre de projets s'accroît, qu'il y a un intérêt réel qui se développe, ou est-ce qu'on est encore, ou est-ce que c'est encore d'investir sur ces sujets? Non, alors clairement, il y a une multiplication des projets, ça c'est une évidence. Il faut voir que fondamentalement, la façon dont tout le monde a l'air, de façon à peu près unanime, d'essayer de traiter le problème de la quête de décarbonation, c'est finalement de substituer aux énergies fossiles de l'électricité, ce qui va amener mécaniquement une hausse. Problème. Voilà, une hausse de la consommation d'électricité. Donc il y a un impératif, c'est de décarboner l'électricité. Donc on a vu toute une série de gens se tourner, on l'a fait nous il y a très longtemps, vers de la production d'électricité verte à travers de l'éolien, du photovoltaïque et autres. Tout ça, pourquoi ça se développe aussi vite? Parce qu'on voit des projets en ce moment partout. Ça se développe aussi vite parce que les coûts de production de cette énergie verte ont fortement baissé. Donc du coup, il y a eu des afflux d'argent de ce qu'on appelle les fonds d'infrastructure qui sont venus financer, et parfois tout et n'importe quoi. Donc il n'y a plus aucun sujet de financement aujourd'hui de ces projets. La deuxième chose, c'est que il y a quand même une prise de conscience du changement climatique qui, là encore, a amené beaucoup de bonnes initiatives dans cette direction. Et puis enfin, il y a deux éléments qui sont un peu plus conjoncturels, mais c'est la hausse du prix de l'énergie qui fait que les énergies renouvelables qui auparavant n'étaient pas encore rentables le sont aujourd'hui. Et puis, dernier élément, alors là, pour le coup, qui est très très récent, c'est la souveraineté énergétique. Si vous êtes capable de produire votre énergie, vous ne dépendez pas, par exemple, du gaz russe. Et donc, tout ça amène une multiplication absolument incroyable des projets, et c'est vraiment dans le monde entier. Vous parliez d'un grand nombre de projets de décarbonation qui arrivent sur la table, j'allais dire. Beaucoup, peut-être trop, point d'interrogation. Comment est-ce qu'on trie le grain de livret quand on est comme ça investisseur et qu'il faut forcément faire des choix? Alors nous, on n'est pas seulement investisseur. Enfin, on est investisseur au sens où on essaye d'aider des sociétés à se développer et à préserver les ressources naturelles. Mais on n'est pas du tout un fonds, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Mais oui, il va y avoir beaucoup de projets, certains seront plus ou moins rentables, mais ce n'est pas gênant. Il faut voir que l'enjeu est un enjeu à l'échelle de l'humanité. Donc il ne faut pas penser qu'il y aura certaines technologies. Le risque, c'est pas trop plein, quoi. Non, il faut absolument faire feu de tout bois et être capable d'utiliser absolument toutes les technologies possibles pour aller de l'avant. Et ça va être bien entendu de la géothermie, mais ça peut être aussi toute l'utilisation de la biomasse, ça va être les énergies éoliennes. Il y aurait un exemple en matière de décarbonation des réseaux pour coller au sujet de la table ronde que vous pourriez citer là comme ça? Nous, on a par exemple quelque chose qu'on développe énormément, mais on va en parler. Il y a beaucoup de blocages, qui est ce qu'on appelle le géostockage. Alors, le géostockage, c'est pas tout à fait la géothermie, mais en gros, c'est quoi? Si vous prenez un bâtiment classique, les bâtiments, c'est à peu près 15% de la production de CO2
CO2 dans le monde. Donc c'est absolument colossal. Hein. Le transport aérien, je crois que c'est à peu près 3%, donc c'est 5 fois plus que le transport aérien. Et en pratique, il faut bien le dire, hein, les bâtiments, c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est des passoires, la consommation d'énergie pour faire à la fois du chaud et du froid est absolument pas optimisée. Enfin, c'est un gâchis complet. Donc il y a des technologies qui permettent, dans un premier temps, de faire à peu près 40% d'économie, simplement en pilotant mieux, je ne rentre pas dans le détail, mais en pilotant mieux toutes les climatiseurs, radiateurs, pompes et autres, dans des bâtiments, bien sûr, on parle des bâtiments un peu grands, des bâtiments tertiaires, un immeuble HLM ou un immeuble industriel. Donc ça fait 40%. Puis il y a une deuxième partie, c'est ce que je disais, le géostockage, qui est une technique qu'on a développée et qui marche très bien, qui consiste en gros à faire quoi? Pendant l'hiver, vous avez des pompes à chaleur qui sont, par construction, pendant l'hiver, vous créez de l'eau chaude pour chauffer vos bâtiments, et donc vous recrachez de l'eau froide. Cette eau froide, on la stocke dans des puits qui sont des puits assez modestes, hein, c'est 150-200 mètres. Et puis l'été, c'est exactement l'inverse. L'été, vous avez besoin de froid, donc vous générez du froid, vous recrachez de l'eau chaude. Cette eau chaude, vous la stockez dans les puits. On a une technologie qui permet de récupérer à peu près 98% de ce qu'on stocke. Donc si vous voulez une analogie, c'est un peu comme si, au lieu d'avoir une batterie électrique, vous aviez une batterie de froid et de chaud avec 98% d'efficacité entre ce que vous envoyez et ce que vous retrouvez. Et c'est complètement décarboné. Et ça permet de réduire d'à peu près 75% la facture énergétique d'un bâtiment et jusqu'à 80-90% son empreinte carbone. Et ce qui est incroyable, c'est que ça marche. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement sur étagère un projet. Vous prenez par exemple Airbus, ils ont, je crois que c'est 36 000 m² dans leur siège social à Toulouse. On fait il y a quelques temps. On a refait ça il y a quelques temps avec eux. Leur facture énergétique, alors c'était avant la crise, ça a dû augmenter un peu, mais c'était 18 000 €. Donc le truc marche parfaitement. Et on a plein d'exemples de gens qui ont basculé dans ce système-là. C'est 80% de réduction de l'empreinte carbone. C'est absolument colossal. À propos de géothermie basse température, je voudrais qu'on en dise un mot, mais sans rentrer trop dans les détails. Michael Philippe, en quoi est-ce que c'est une solution qui émerge? Là, on est toujours dans cette partie un peu état des lieux. On parle d'aquifères, des températures entre 30 et 100 degrés. Oui, alors géothermie basse température, ça va être des profondeurs un peu plus importantes que l'exemple d'Airbus où il s'agit de forage à 205 mètres, un champ de sonde à 205 mètres. On parle plus de géothermie très basse température dans ce contexte. Donc la géothermie basse température, on a une illustration des projets existants en France là, qui est actuellement projetée. Des projets qui ont commencé à se développer dans les années 60. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup par rapport à tout ce qu'on pourrait faire. C'est très peu par rapport à ce qu'on pourrait faire. On est actuellement à 2 TWh de production de chaleur géothermale profonde. On estime déjà on a environ 850 réseaux de chaleur actuellement en service en France. On a 50 environ en géothermie profonde. Sur les 300 qui sont à verdir, qui ont des taux de CO2 trop importants pour respecter l'exigence de la RE 2020 à échéance 2028, il y en a environ 300 donc, qui sont au-delà des 120 grammes de CO2 par kilowattheure. Sur ces 300, il y en a 240 qui se trouvent sur les zones bleues projetées à l'écran où on considère qu'on a un potentiel en géothermie profonde qui pourrait être exploitable. Donc rien que ça représente environ 10 TWh s'ils étaient convertis en production de chaleur géothermale. Si on inclut parmi les 1300 projets de réseaux de chaleur amenés à se développer dans les années à venir, on peut parler d'aller au-delà de la dizaine de térawattheures assez facilement, voire de plusieurs dizaines de térawattheures, ce qui deviendrait assez significatif. Pour ça, il y a des enjeux de recherche, des nouveaux territoires à explorer. Comme on le voit sur cette carte, on a beaucoup exploité le bassin parisien, où on a une ressource qu'on a commencé à exploiter dans les années 60 qui donne des bons niveaux de production. Pour continuer à déployer ces technologies, il faudra aller sur des secteurs un peu moins connus, bassin aquitain, bassin du Sud-Est notamment, où des campagnes d'exploration seront nécessaires et donc un accompagnement peut-être des projets pour trouver un modèle financier qui permette de les faire émerger. Très bien. On continue peut-être à dérouler la liste des projets. Ils sont nombreux et puis ils illustrent bien cette notion de décarbonation des réseaux. Avec Louis Londe, je voudrais qu'on parle notamment de ce stockage d'hydrogène. Comment ça marche et quel est le lien finalement avec la décarbonation? Vous commenciez à l'évoquer rapidement, mais j'aimerais qu'on prenne le temps de faire la pédagogie nécessaire pour entrer dans les détails s'il faut. Alors comment ça marche? En fait, ça a été décrit très bien ce matin par Laurent Escarré, qui nous a parlé de ces techniques, non pas pour l'hydrogène, mais pour un gaz en général, et le gaz naturel en particulier. Tout ce qui a été décrit par Laurent Escarré s'applique parfaitement à l'hydrogène.
Donc les techniques, elles existent, c'est cavité saline, et sur cette, qu'est-ce sur qu'on cette voit à image, l'image? on voit des, Ouais. on voit des échantillons de sel, ce qu'on appelle des carottes, c'est le terme des géologues, des carottes de sel. Là, il y a différents sels, différentes couleurs, différentes textures, mais voilà, c'est ce qu'on sort du sous-sol, et on envoie ça dans des laboratoires pour ensuite évaluer le potentiel d'un site. Bon, ça, c'est une photo d'une installation de surface pour montrer à quoi ça ressemble. Ça, c'est un site, alors c'est pas un site de stockage d'hydrogène, c'est un site de stockage de produits liquides, de produits pétroliers. Mais voilà, chaque zone un peu dénudée là, correspond à une tête de puits. Et dessous, on a une caverne, une cavité dans le sel. Et bon, ça, c'est un site qui est à Manosque, dans le sud de la France. Voilà, ça c'était pour illustrer la cavité saline, qui est la technique à laquelle tout le monde pense en premier lieu pour stocker de l'hydrogène, puisque ça marche pour du gaz naturel et ça marche aussi pour de l'hydrogène. Et pour les deux autres techniques, porosité naturelle de la roche et tunnel, Pareil. Il suffit d'adapter. laquelle est la plus utilisée aujourd'hui? Alors pour l'hydrogène, aujourd'hui, on ne le fait pas. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Aujourd'hui, on le fait pour le gaz naturel, mais ça a existé. Ce que nos aïeux ont connu sous le nom de gaz de ville, qui était un mélange de méthane et d'hydrogène principalement, était stocké en souterrain. Et pas très loin d'ici, le stockage de Ben, qui était qui est toujours opéré par Storengy et qui était opéré à l'époque par Gaz de France, c'était un stockage de gaz de ville. Donc il y a eu de l'hydrogène dans le sous-sol. Et jusqu'à la moitié du XXe siècle, il y a eu beaucoup de stockage d'hydrogène. Donc on a tendance à présenter ça comme quelque chose d'innovant, comme quelque chose comme une rupture. Non, ouais. Non, ça existe. Et dans le sel également. La première cavité saline qui a accueilli de l'hydrogène, elle date de 50 ans, elle est toujours en exploitation. Voilà, donc c'est quelque chose qui existe. Alors, je me contredis un petit peu, parce qu'il y a 30 secondes, j'ai dit qu'on n'en avait pas actuellement. Vous avez vu que je ne vous ai pas fait la remarque. Oui, c'est bien. Actuellement, on a quand même 6 cavités salines qui accueillent de l'hydrogène, mais on n'a pas de milieu poreux qui accueille de l'hydrogène de manière industrielle. On en est à faire des pilotes. Allez, on continue. Alors ça, je peux peut-être passer. Voilà, ouais. Non, mais un mot peut-être dessus. Parce qu'il y a une troisième image là qui est intéressante, qui est celle qui est complètement à droite, dont on n'a pas du tout parlé aujourd'hui, qui est la troisième technique qui s'applique pas tellement au gaz naturel, et c'est la raison pour laquelle on n'en a pas parlé, mais qui pourrait s'appliquer. Alors, il y a un stockage de gaz naturel qui utilise cette technique de par le monde. On pourrait tout à fait l'adapter pour l'hydrogène, et ce qui permettrait d'ouvrir le champ des possibles pour le stockage souterrain à une variété de géologie beaucoup plus grande. Parce que alors, décrivez-nous cette troisième solution, parce que la troisième solution, ce sont des tunnels. Ouais, c'est ça, c'est les tunnels. Des tunnels creusés par l'homme à 100 mètres de profondeur. Le sel, il n'y en a pas partout. Le milieu poreux, avec une structure géologique imperméable, il n'y en a pas partout. Par contre, la possibilité de faire des tunnels à 100 mètres de profondeur, il y en a presque partout. Alors, ça nécessite de la R&D, parce qu'il va falloir trouver une membrane métallique qui soit étanche, etc. Mais c'est sans doute une solution d'avenir, beaucoup moins économique que les deux autres. Mais plus pérenne peut-être aussi? Pardon? Plus pérenne peut-être aussi? Non, pas plus pérenne. Elles sont toutes les trois pérennes. Qu'est-ce que vous voulez dire par pérennité? Parce que un stockage... Le diable est dans le détail. Un stockage, ça s'exploite pendant des dizaines d'années. Les plus anciens stockages ont plus de 50 ans. C'est beaucoup ou pas beaucoup? À l'échelle des enjeux qui nous attendent, on parlait tout à l'heure de plusieurs siècles avant que le carbone qu'on a déjà produit s'échappe ou se dissolve. C'est largement suffisant pour travailler. Comment ça se maintient? On change en surface ou faut tout faire? Il y a très peu de pièces d'usure dans un stockage souterrain, parce qu'il y a très peu de pièces métalliques. Il y a un petit peu de pièces métalliques dans les puits, donc là il faut faire attention à ce que ça ne se corrode pas, mais il y a des méthodes, d'autant plus que l'hydrogène quand même pose des problématiques spécifiques de corrosion, qu'on appelle la fragilisation. Donc il y a un petit peu de précautions à prendre sur les pièces métalliques, mais elles sont rares. Les précautions, pas les pièces métalliques. Pour l'instant. Les pièces métalliques sont rares. Et donc le besoin en précaution est rare. La partie strictement souterraine, elle vit sa vie sans s'altérer. Je simplifie. Donc vraie option, peut-être pas assez regardée, ou ça y est, on commence à... On regarde ça de très près. Beaucoup en ce moment. Et puis il y avait cette image-là du puits de... C'est le puits de Gardanne, ça? Le puits de Gardanne, exactement. C'est pas moi qui vous ai donné ça. Tout à fait, mais ça me permettait de faire une transition vers... non, en fait, c'est pas vrai. C'était pas une transition du tout. C'est une erreur de slide. Non, je vais donner la parole à Antoine Charbonnier quand même, parce que j'ai pas eu le temps de le faire suffisamment, mais on va continuer à lister les projets de décarbonation en étant un tout petit peu concret. J'ai pas vos slides, mais c'est pas grave, parce que... oui, mais non. D'accord, je les ai envoyés trop tard. Un petit peu. Mais ils étaient beaux pourtant.
comme vous êtes un orateur hors pair, vous allez pouvoir nous transporter rien qu'avec l'imaginaire. En plus, les noms ont été bien choisis, hein, Picasso et IGEO. Alors tout à l'heure, il en a été dit un mot de Picasso en introduction de ce colloque, mais peut-être voir en quoi est-ce que Terega est partie prenante de ce dispositif. C'est un projet de territoire transfrontalier, hein, pour décarboner l'industrie locale. Comment c'est venu et qu'est-ce que vous faites et quel est l'enjeu? Oui, très bien. Eh bien, tant mieux si vous avez déjà eu une présentation de ce projet ce matin. C'est un projet donc, de capture, transport et stockage qui se situe en fait à cheval entre le sud-ouest de la France et le nord de l'Espagne. Il a été initié donc, en 2020 par le pôle Avenia et l'agglomération de Pau. Et il se structure aujourd'hui autour d'un consortium où l'on retrouve 8 industriels, dont Geostock et Terega. Quelles sont les compétences de Terega, finalement, qu'il a fallu mobiliser pour mettre à bien ou pour avancer sur ce projet? Alors, en fait, nous d'une part, on est un logisticien des gaz. On sait transporter du gaz sur des grandes distances. On sait aussi le stocker. Et finalement, voilà, on a une expertise qui est valable pour le méthane ou le biométhane. Mais finalement, pour le CO2, c'est exactement la même chose. L'idée, c'est qu'on va continuer de livrer ce méthane ou ce biométhane auprès de nos clients industriels. Et demain, on récupérera le produit, enfin plutôt le déchet de la combustion de ce méthane pour le transporter sur le bassin de lac dans le sud-est de la France, là où il y a des cavités de stockage disponibles. Très bien, allez-y. Voilà, oui, pardon. Et donc du coup, peut-être quelques chiffres. Une première estimation en fait des cavités de stockage nous donne un potentiel d'environ 500 millions de tonnes sur le territoire du Sud-Ouest, ce qui est relativement conséquent. Bon, c'est équivalent à un an d'émissions de CO2 au niveau national. En termes de volume annuel de CO2 qu'on souhaite collecter, on est aux alentours de 10 millions de tonnes. Alors on se situe dans un territoire qui est une faible densité industrielle. Néanmoins, les sites de stockage sont situés onshore, ce qui nous donne en fait la possibilité d'exploiter ce site de stockage à des coûts qui seront moindres. L'autre particularité de ce projet, c'est que le territoire du sud-ouest notamment est un territoire où l'industrie papetière est très forte. Et donc c'est une source en fait, de CO2 biogénique. CO2 en fait, qui est intéressant également pour la filière de valorisation de l'hydrogène et la filière des e-fuels notamment. Et donc on voit émerger donc, des synergies entre l'hydrogène d'une part et le CO2 d'autre part, et donc un potentiel de revitalisation des plateformes industrielles du sud-ouest de la France. Un petit mot sur IGEO? Oui, tout à fait. Donc IGEO, c'est un projet pilote qui vise donc à démontrer la faisabilité technique et économique d'un système donc, de stockage d'électricité sous forme d'hydrogène. Donc, c'est un projet sur lequel on est associé avec Hydrogène de France, une société dans laquelle on a pris une participation minoritaire donc, en 2021. Et donc, voilà, donc, on a testé plusieurs business models. Le premier étant le service système pour le système électrique. Alors, ça ne fonctionnait pas en 2020, quand on a testé le business model avec des prix de l'électricité aux alentours de 100 € du mégawattheure. Mais bon, si on s'approche de prix de l'ordre de 500 à 1000 € du mégawattheure, il faudra qu'on refasse l'équation. Et puis, donc, c'est également donc, un système de stockage qui peut nous être utile pour lisser en fait, ou moduler la production par rapport à la consommation pour répondre à des besoins soit en termes de mobilité, soit en termes de consommation industrielle. Alors, on va finir cette deuxième partie de table ronde sur les projets et les actions qui vous occupent au quotidien, j'allais dire, messieurs, avec Monsieur Cole. Ça y est, c'est le moment Deep Store. Est-ce qu'on n'applaudirait pas ça, hein? Deep Store, mesdames et messieurs. C'est mon côté vraiment Jacques Martin. Allez, c'est parti. Donc, on se transporte à Karlsruhe. Qu'est-ce que c'est Deep Store? À quoi ça sert? Quelles sont les parties associées à ce projet? OK. Alors, c'était déjà mentionné que le sous-sol peut servir comme une batterie avec une efficacité de plus de 80%. Alors, le chaleur d'été, on peut le stocker en sous-sol et on peut le rattraper, retirer en hiver. L'idée derrière Deep Store, c'est un projet de démonstrateur, au campus nord du KIT. Ça, c'est un analogue industriel, je dirais, avec un besoin d'énergétique de chaleur de 40 gigawattheures par année.
Alors, dans le sous-sol de la fossé rhénane, il y a beaucoup de gisements pétroliers. Disons, il y a au moins une centaine de gisements dont la moitié peut être utilisée aussi comme échangeur, comme stockage de chaleur. Et c'est exactement ce que nous voulons faire. Alors, on aura deux forages, un forage froid et un forage chaud, où dans le froid, on retire de l'eau en été, on le chauffe à la surface et on injecte ça dans le sous-sol avec une température de 130 degrés. Alors, ce sont vraiment des très fortes températures dans lesquelles on produit. Alors, les gisements, ils n'ont pas une grande épaisseur. Hein. Ces gisements, ils ont une épaisseur à peu près de 10 mètres. Alors, c'est une sorte différente de géothermie, mais l'avantage de ces sortes de gisements, ou de ces sortes de stockage, c'est qu'il ne faut pas des grands trajets d'eau, des grands flux d'eau sur grande distance. Alors, ça peut être limité sur des petites distances. Alors, dans le cas que nous allons utiliser, c'est pas des gisements, ce sont les formations qui étaient utilisées comme formations pétrolières, mais ils sont pleins de l'eau et pas de pétrole. Alors ça, c'est quelque chose qui est important parce que le pétrole est à une distance de 3 km distance de chez nous. C'est peut-être cette slide-là que j'aurais dû mettre en premier. C'est exactement ça ce qu'on peut voir. Alors, il y a plusieurs formations dans lesquelles on peut produire. Ce sont des grès dans le sous-sol qui sont entourés par l'argile. Et ce sont des formations tertiaires en dimension géologique. Mais vous voyez ici à droite aussi les grands ressources ou les forages, des grands forages dans le fossé rhénane. Et ces grands forages sont pratiquement, à part des peu de la géothermie, sont pratiquement tous des forages pétroliers. Donc 15 millions d'euros ont été trouvés, je dirais, pour lancer le projet, c'est ça? Oui, alors ça c'est quoi l'agenda ensuite? Exactement, c'est un projet de démonstrateur. Alors c'est sûr, hein, ça va coûter beaucoup plus qu'un projet industriel plus tard, mais il faut commencer. On estime de pouvoir produire 5 gigawattheures par ce projet, et peut-être l'élargir jusqu'à 10 gigawattheures par année avec une capacité. Si on devait citer un challenge technique qui vous occupe aujourd'hui, surtout Thomas Cole, c'est plutôt quoi? Il y en a plein, je sais, mais si on devait en tenir qu'un. Alors, il y a le comportement géochimique, mais surtout aussi, ce sont des réservoirs pétroliers et il nous faut la technologie pétrolière. Ça, c'est sûr. Hein. Et ça, c'est aussi une sorte de continuation de développement de technologies d'avenir. Alors, ce sont les forages horizontaux. C'est le monitoring, la surveillance des forages horizontaux qu'il nous faut. Alors, ce ne sont pas des forages verticaux, mais il faut exploiter ces gisements avec des forages horizontaux. C'est clair, à 100 mètres, à 200 mètres de distance, sinon ça ne va pas marcher. Mais c'est un peu notre avis que, alors, théoriquement, dans les programmes d'ordinateur, on peut prouver, ça c'est rentable, ça peut être rentable, mais il faut le prouver maintenant avec des projets réels. Allez, on va parler de rentabilité et de business model. Oui. Monsieur Ripoll, on va rentrer dans la troisième et dernière partie de cette table ronde avant de prendre les nombreuses questions. Je vois toutes les mains qui se lèvent en ce moment déjà pour poser des questions. Patientez un tout petit peu, mesdames et messieurs. On va parler des freins et des leviers qui permettent d'accélérer les choses. D'abord, question un peu, aura des pâquerettes peut-être, mais est-ce qu'il y a des modèles, des business models, des modèles d'affaires, appelez ça comme vous voulez, j'espère qu'il marche ce micro, qui font leurs preuves aujourd'hui. Alors, je parle bien encore une fois de décarbonation des réseaux. Est-ce que ça tourne ? Non, c'est une question très pertinente. En fait, il n'y a pas de modèle unique. Il y a en fait deux grands modèles. Vous avez des gens qui traitent ça un peu comme de la promotion immobilière, c'est-à-dire qui quelque part développent un projet. Alors, ils vont trouver des sites, ils vont trouver des autorisations administratives, ils vont le revendre à quelqu'un qui va construire, qui va lui-même le revendre à un exploitant. Et puis, vous avez un deuxième modèle qui est plutôt le nôtre, qui est au contraire de faire toute la chaîne,
Alors on fait toute la chaîne essentiellement parce qu'on considère que sinon il n'y a pas alignement d'intérêt entre tout le monde. Donc il faut vraiment qu'on soit capable de repérer véritablement les sites où on peut le plus décarboner, qu'on construise des choses qui sont durables, et donc on prend le risque de les porter, de les garder dans le long terme. Donc c'est vraiment les deux modèles. Bon, il n'y a pas de bon et de mauvais modèle, hein. Le premier modèle a un avantage, c'est que les gens s'ultra spécialisent, et donc ça permet des développements très très rapides de gens qui sont soit des financiers, soit des développeurs, soit des constructeurs. Voilà, c'est un peu les grands axes qui existent aujourd'hui. Merci beaucoup. Antoine Charbonnier, dans votre situation à vous, qu'est-ce qui serait facilitant de la part de l'État en termes de mécanismes à mettre en place pour mettre de l'huile dans les rouages de cette activité qu'on décrivait? Alors, je pense que l'État peut nous apporter de la visibilité. Je n'ai pas forcément eu le temps de vous parler tout à l'heure de la façon dont on structurait nos activités, mais nous, effectivement, on est un opérateur de grandes infrastructures énergétiques. Avec la création de Terga Solutions, on se positionne aujourd'hui sur des systèmes décentralisés. Donc, ça nous permet un peu de changer un peu le profil global de la société et en ayant une approche duale, de dérisquer un peu le positionnement de l'entreprise. Parce qu'on ne sait pas encore dans quel sens vont partir les marchés de l'énergie. Oui, on pense aujourd'hui que les grandes infrastructures auront un rôle demain. Aujourd'hui, nos infrastructures de gaz, leur business model est régulé, c'est-à-dire que l'État fixe les niveaux de revenus pour des durées de 4 ans, et ça nous sécurise au regard des investissements très lourds qu'il y a à faire pour maintenir donc, un niveau opérationnel suffisant. Pour ce qui concerne les nouvelles infrastructures, celles qui demain transporteront et stockeront de l'hydrogène ou du CO2, eh ben, c'est un peu pareil. On ne demande pas à ce qu'elles soient régulées, on peut s'en sortir dans un cadre tout à fait concurrentiel. Le fait est néanmoins que pour initier donc, des projets de ce type, il faut réussir à déclencher des investissements de l'ordre de 500 millions d'euros. Alors bien sûr, on peut, nous de notre côté, sécuriser des volumes avec un certain nombre de clients via des contrats long terme. Néanmoins, il faut que ces clients aient de la visibilité sur le soutien qu'apportera l'État à leur filière. Donc c'est vrai pour le CO2 où là, donc, via le comité stratégique de filière, on essaie de voir dans quelle mesure l'État peut mettre en place ce qu'on appelle des contracts for difference, qui, suivant le même modèle que les tarifs de rachat de l'électricité ou du biométhane, assurent de la visibilité sur les prix du CO2. Et puis, en termes d'accompagnement des nouvelles filières industrielles ou des filières d'industriels qui existent aujourd'hui et qui auront demain à faire des investissements très lourds pour intégrer de nouvelles énergies comme l'hydrogène, eh bien, les accompagner avec des plans d'investissement public bien plus conséquents qu'ils ne le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, le budget de l'ADEME, son ordre de grandeur, c'est la centaine de millions d'euros. Quand on compare ça au budget qui sera consacré l'an prochain au bouclier tarifaire qui est plutôt de l'ordre de 10 milliards, je pense qu'il y a une inflexion à faire dans les prochaines années si justement on veut accélérer le développement de tous ces projets. Je crois que le message est passé. Louis Londe, parmi les leviers et parmi peut-être les freins aussi de sujets différents, c'est quoi les limites techniques au stockage finalement, s'il y en a, tel que vous me le décriviez tout à l'heure? Il n'y a pas franchement de limites techniques dans la mesure où ce sont des techniques qui sont éprouvées et qu'on sait marcher depuis des décennies. Mais pour répondre à votre question dans un contexte un peu plus général, puisque vous demandiez les freins, nous, on a une difficulté. Alors, nous, en tant qu'ingénierie de conception, on a une difficulté qui est l'absence de cadre réglementaire, et plus précisément de cadre normatif. C'est-à-dire que quand on doit concevoir un ouvrage, si cet ouvrage doit accueillir du gaz naturel, on opère dans un cadre complètement normé, on sait comment faire. Pour l'hydrogène, c'est beaucoup plus difficile. Autant les standards, les normes existent pour la partie surface, tout ce qui est tuyauterie en surface, c'est parfaitement couvert. Autant pour ce qui est dans les puits et dans les parties souterraines, aujourd'hui, on doit improviser un petit peu. Improviser, mais ça doit coûter cher si ensuite il faut détricoter, si vous avez une norme qui arrive plus tard. Non, mais exactement, c'est ça le risque. Donc aujourd'hui, on marche un peu sur des œufs, on fait des conceptions, on propose des conceptions à nos clients, on prend des marges de sécurité du coup. C'est des problèmes que vous rencontrez, messieurs, à différentes échelles, l'incertitude juridique. Alors là, question ouverte, absolument pas improvisée, enfin totalement improvisée, je veux dire.
Alors, je sais, enfin, est-ce que c'est d'un point de vue juridique je ne sais Politique, pas, mais en fait, peut-être non, même. il y a un sujet autour des délais administratifs, notamment autour des licences d'exploration et d'exploitation pour les futurs sites de stockage hydrogène ou de CO2. On se rend compte qu'aujourd'hui, que les plannings sont dimensionnés en fonction des délais administratifs et non en fonction des contraintes contractuelles et techniques. Mais si je reviens à la question de la lacune éventuellement juridique, est-ce que parfois, comme l'expliquait M. Londe, on avance dans des zones d'ombre au sens où il faut avancer parce qu'il y a un agenda, parce qu'il y a des enjeux climatiques, etc. Mais en même temps, il n'y a pas le cadre suffisant. Est-ce que ça, c'est des problématiques qui se posent autrement que dans le cadre du stockage tel qu'on l'évoquait tout à l'heure? Oui, on le voit souvent. Alors d'abord, il y a tout le développement des énergies décarbonées dites renouvelables. Elle s'est faite en grande partie au départ, il faut le dire, à partir de subventions. Donc on voit bien qu'il y a un moment où la subvention n'a plus lieu d'être parce que les opérateurs gagnent très bien leur vie et donc elles sont supprimées. Mais au départ, elles sont prévues pour durer très longtemps. Donc il y a un espèce de moment où d'un seul coup, la réglementation change et donc voilà, il y a toute une série d'acteurs qui tombent parce qu'on ne leur a pas garanti une forme de sécurité juridique. Donc ça dépend des pays. Il y a des pays qui respectent leurs engagements, d'autres qui ne le font pas. Et puis après, il y a des normes administratives. Si je prends l'exemple des bâtiments qu'on a évoqué un peu ensemble, aujourd'hui, il y a un décret tertiaire, par exemple, qui est un décret qui est remarquable, qui est très très bien fait, bien construit. Il a juste un petit défaut, il n'y a pas de pénalité. Donc quand vous mettez en place un cadre extrêmement rigoureux, mais que derrière... Sans sanction derrière, oui. La sanction, c'est quelques milliers d'euros. Vous voyez qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait, mais pour pas grand-chose, finalement, on pourrait en tirer beaucoup plus profit qu'on ne va en tirer. Et du coup, Monsieur Londe, juste pour vous permettre de terminer, comment vous faites concrètement dans cette relative incertitude de cadrage normatif? On dimensionne avec un niveau de sécurité qui est sans doute un petit peu supérieur à ce qu'il serait strictement nécessaire. Je pense que c'est la seule façon de s'en sortir actuellement. Et on travaille beaucoup en collaboration avec d'autres acteurs pour essayer de faire avancer le sujet. Dans 5 minutes, on va prendre des questions de la salle. Je voudrais qu'on donne la parole à Michael Philippe sur freins et leviers, sur les deux. D'abord, dans 20 ans, il faudra produire une dizaine de térawattheures. C'est ce que vous me disiez peut-être au téléphone, je crois. Oui, c'est ça. Ça implique quoi en termes ne serait-ce que d'exploration de la carte, pour revenir peut-être à ce qui a été évoqué par M. Poinceau tout à l'heure? Oui, alors effectivement, une dizaine de térawattheures, c'est un objectif qui paraît ambitieux, mais à la fois raisonnable et à tenir si on veut respecter nos engagements de diminution des émissions de carbone. On ne peut pas compter que sur la biomasse pour décarboner les réseaux de chaleur, on le sait tous. Il y a des enjeux pour réussir à produire ces 10 TWh. Comme je le disais, la plupart des réseaux de chaleur alimentés par géothermie profonde se situent dans le bassin parisien. Il y a un nouveau mécanisme de garantie qui est en cours de mise en place actuellement, piloté par l'ADEME, oui. Avec un groupe de travail avec la filière professionnelle. Pour couvrir les risques, actuellement on a une garantie qui fonctionne très bien en Ile-de-France avec un taux de couverture des risques de 90% des coûts engagés. L'idée, c'est d'avoir cette couverture de 90% sur tout le territoire et avec des différents segments pour aller jusqu'à accompagner les projets qui pourraient se développer dans des zones peu connues et avec une réflexion associée sur quel accompagnement de l'État pourrait peut-être être mis en place pour l'exploration dans ces zones risquées pour encourager les opérateurs à aller prospecter dans des nouveaux territoires pour réaliser des opérations de géothermie profonde, puisqu'on observe une certaine densité dans le bassin de Paris, en particulier dans l'est de Paris actuellement. Monsieur Cole, on va profiter de votre présence jusqu'à la fin, avant que vous ne deviez nous quitter. Est-ce qu'il y a, question que je ne vous ai pas posée encore, mais qui a trait à cette fameuse notion d'acceptabilité, est-ce que depuis que vous avez lancé Deep Store, vous êtes en dialogue, j'imagine, avec tous les acteurs locaux qui sont quand même directement concernés par ces essais? Est-ce que vous sentez, quand vous en parlez avec eux, une forme de réticence spontanée, au contraire une sorte d'intérêt évident? Quel est l'accueil général qui est fait à ce type de projet? Oui, alors d'un part, utiliser les vieux gisements pétroliers ou les formations pétrolières, ça revient à l'expertise d'un demi-siècle de production de ces gisements. Alors, tandis que ces gisements, ils sont vraiment entourés par l'argile, il y a un très
peu de risque de sismicité, je l'avais mentionné déjà. Mais ça, c'est aussi pour la population montre un intérêt fort dans ces projets. Alors, ils nous demandent, alors même si nous sommes en discussion avec les gens opposés, finalement, chacun de ces communes nous soutient, chacun à 100%. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment dire. Alors si pour la recherche, ils soutiennent la recherche parce que nous, on peut dire, si en cas dangereux, on va arrêter le projet parce qu'on n'a pas un intérêt commercial. Il y a une confiance dans l'acteur que vous représentez, dans l'institution que vous représentez. Exactement. Alors les gens, ils veulent avoir la recherche, des institutions de recherche qui leur produisent. Soit garante finalement de la qualité et du sérieux des tests. Exact. Alors comme ça, on a vraiment un très, très bon feedback de la population et je voudrais dire même avec le plus grand risque que moi je vois, ce sont avec les scientifiques d'ailleurs, qui évoquent le problème de sismicité sans vraiment regarder les données qu'il y a dans le passé. Alors, dans le passé, d'un demi-siècle de production, il n'y avait aucun séisme qui était produit dans ces gisements. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment montrer. Ça, c'est l'expérience effectuée. Allez, je me tourne vers la salle. Il nous reste un petit quart d'heure. Donc, si vous avez une question, une remarque, n'hésitez pas à lever la main et puis on viendra vous tendre un micro. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est une dame derrière la caméra? Non. Il y a une main qui se lève. Je veux bien juste que vous donniez votre statut, j'allais dire votre fonction. Bonjour, Étienne Goetz du journal Les Échos. J'avais une question sur le prix du carbone. Est-ce que pour vous c'est un frein, un accélérateur? Quels sont les prix? Comment ça s'intègre dans votre modèle économique? Merci. Du coup, on n'a pas de micro, on ne va pas pouvoir vous répondre. Question suivante. Prend le micro. Le prix du carbone, moi, alors c'est une opinion très personnelle, hein, mais je pense que c'est une très bonne chose que de mettre un prix au carbone, parce que fondamentalement, quand vous mettez en place une activité économique quelle qu'elle soit, et que vous rejetez des déchets, par exemple, il faut bien à un moment ou à un autre que quelqu'un s'en occupe. Donc de la même façon, quand vous émettez du carbone, il faut bien à un moment ou à un autre que vous ayez une forme de paiement qui s'opère, parce que quelqu'un va devoir quelque part compenser ou récupérer ce carbone. Donc la meilleure façon de le faire, c'est bien à un moment ou à un autre d'avoir un prix de ce carbone. Du coup, tous les acteurs économiques étant rationnels, s'ils payent le carbone qu'ils rejettent, ils vont travailler sur des solutions décarbonées, ils vont essayer d'optimiser leur utilisation. Donc c'est une façon finalement de descendre au niveau de chacun des acteurs individuels la responsabilité de vivre dans un monde dans lequel on rejette moins de carbone dans l'atmosphère. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Après, il y a plein de façons de le faire. Il y a un système européen qui marche pas si mal que ça, qui s'appelle les ETS, dans lequel, sans rentrer là encore dans le détail du calcul, mais un certain nombre de sites, je crois qu'il y a 11 000 sites qui ont été repérés au niveau européen, qui sont des sites particulièrement producteurs de carbone, enfin de CO2, et sur chacun d'entre eux, il y a un mécanisme qui fait que progressivement, ils sont amenés à baisser leur consommation de carbone, leur rejet de carbone, et avec un mécanisme qui est plutôt malin, parce que plus ils vont vite, plus vite que la moyenne, plus ils peuvent revendre finalement cette espèce d'impôt qui leur plane au-dessus de la tête en faisant des bénéfices. Donc oui, la réponse est, moi je trouve que c'est une très bonne chose que de facturer le carbone, parce que par construction, c'est quelque chose qu'il va falloir traiter. Merci beaucoup. Une autre question? Oui, monsieur, juste là, on va vous tendre un micro si vous avez la... Voilà. Oui, merci. Oui, bonjour, merci pour vos explications. Richard Welter, professeur de chimie à l'Université de Strasbourg. Donc, je suis proche de Karlsruhe. Le CO2, lorsqu'il a été produit sur Terre depuis des millions d'années, il est consommé par le monde végétal dans un processus physico-chimique. Il y a beaucoup de chimistes qui s'intéressent aujourd'hui à des réactions avec le CO2 pour imiter le monde végétal et qui peuvent trouver bizarre que nous, on veuille le stocker, qu'on veut le mettre dans la terre. Et donc il y a deux questions. Qu'est-ce que va devenir ce CO2 stocké? Et est-ce que vous êtes partie prenante sur des projets de chimie
de la transformation du CO2 en quelque chose qui peut être valorisé. Merci. Monsieur Londe. Je vais répondre à une seule partie de la question, hein, qui est que va devenir le CO2 stocké. L'autre partie me dépasse totalement. Que va devenir le CO2 qu'on stocke dans la porosité de la roche? Il va se décomposer en 3 phases. Il y a une phase qui va rester gazeuse. Il y a une phase qui va se dissoudre dans l'eau présente dans le milieu poreux rocheux. Et il y a une 3e phase qui va se transformer en roche, hein, qui va fabriquer des carbonates. Voilà. Ces 3 processus, ils s'étalent dans le temps, c'est-à-dire que plus on attend, plus la formation de roche va prendre le dessus, et plus la dissolution dans l'eau va prendre le dessus. C'est-à-dire que la phase gaz, elle, va diminuer avec le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est très favorable, puisque c'est cette phase gaz qui est susceptible de fuir. Le reste ne bougera pas, le reste ne sortira pas de la tombe. Mais la phase gaz peut s'échapper. Et donc la bonne nouvelle, c'est que la phase gaz est de plus en plus rare au fil du temps. Alors, cela étant, elle reste majoritaire pendant des milliers d'années. Voilà. Hein. Donc, Monsieur Charbonnier. Oui, alors cette question m'intéresse parce que finalement, c'est une remarque qui nous a déjà été partagée, notamment au niveau des collectivités locales. Et c'est une bonne question. Et c'est une bonne question, mais qui me surprend néanmoins. Du CO2, a priori, il y en a suffisamment. Il y en a même un peu trop. Et on a tout intérêt à exploiter au maximum ces technologies de capture et de stockage pour se débarrasser d'un certain volume. Après, effectivement, si il y a demain de nouvelles filières vertes, notamment du côté des carburants, émergent, il faudra effectivement qu'on puisse disposer de CO2 en quantité suffisante pour effectivement produire ces biocarburants. Mais a priori, ce CO2 issu de biomasse, donc nous on s'intéresse aux papetiers, on s'intéresse également aux unités de méthanisation qui produisent du biométhane, mais également en grande quantité du CO2 biogénique. Ben finalement, c'est ce CO2-là qu'il faut chercher à valoriser. Ensuite, tout le CO2 anthropogénique, il faut chercher à s'en débarrasser. Donc, pour moi, le stockage est une des solutions qu'il faut exploiter à fond pour s'en débarrasser définitivement. Une autre question? Monsieur devant. Attendez, je vais venir. Je vais me déplacer, ça va me dégourdir un peu les jambes. Ça va? Bonjour. Allez-y. Oui, Philippe David, je suis chercheur au CNRS. Je travaille aussi sur les problèmes de risques associés, alors plutôt à des stockages souterrains de déchets nucléaires, donc c'est autre chose. Et dans des pays comme l'Europe du Nord, donc en pays cristallins, vous savez, les pays cristallins, c'est tous ceux qui ne sont absolument pas échantillonnés dans vos cartes, c'est-à-dire où il n'y a rien, en gros, quoi. Puisqu'en France, on se contente des bassins sédimentaires. Ma question, c'était sur les risques. Alors, c'est aussi une question pour la table ronde précédente. En fait, c'est les deux. Je trouve que les risques sont largement sous-estimés par les deux tables rondes, par les opérateurs là, qui sont présents. Je parle des risques environnementaux qui sont associés à ce genre de choses. Alors, le point, si tu veux, l'impression qu'on a en vous écoutant, c'est si on a les normes administratives, du coup, l'opérateur, l'industriel, il a garanti tout. Or, on sait que les milieux naturels, on les connaît pas très bien. Le séisme de Bâle, il est arrivé, voilà, et ça a arrêté le système. Quand monsieur disait que la recherche, en fait, qui s'occupait de faire des prototypes, avait la confiance des habitants, c'est parce que la recherche, elle va s'arrêter si jamais il y a des risques qui apparaissent. Voilà. Donc, mon point, c'est pas de dire qu'il y a plus de risques ou pas. C'est simplement que les risques, il y en a certains, et pas mal, qui ne sont pas prévisibles à l'avance. Et on aura beau mettre toutes les normes administratives, ils ne seront pas là. Je veux dire, si vous avez un gros séisme associé à une exploitation géothermique, ce n'est pas prévisible au départ. Enfin, au départ, on ne peut pas vraiment le savoir. En tout cas, il y a une incertitude sur les risques qui est extrêmement forte. Donc là, ma question, c'est comment on gère ce risque a posteriori qui n'était pas prévu au départ? Oui, mais quand on ne peut pas le gérer avant. Qui veut répondre? On va faire une deuxième table ronde dans la table ronde, parce que c'est un point, effectivement. Monsieur Coll? Ouais. Si vous vouliez. Juste une réponse vite. Alors, moi, je connais très bien la sismicité autour de la géothermie dans le fossé rhénan. Alors, généralement, c'est pas quelque chose qui apparaît avec un seul claque, mais ça, c'est quelque chose qui se développe avec le débit, avec la pression, avec le changement
des mécanismes souterrains. Typiquement, il y a maintenant beaucoup de modèles qui prédisent, mais sinon, on arrive toujours sur le moment où il faut tester un sous-sol. Si le sous-sol est sismique ou qu'il n'est pas sismique. Mais il ne sera pas sismique si on prend un demi-mégapascal, pour dire une pression. Ça ne va pas créer une sismicité. Mais si on va faire quelque chose avec les 100 mégapascales, comme on a fait au Corée, hein, ça va créer de la sismicité. Alors, ça dépend toujours comment est-ce qu'on va perturber le sous-sol. Et c'est une question de la perturbation du sous-sol. Alors c'est exactement ça. On ne peut pas accéder avec une vitesse de 200 dans un village. Alors ça va créer naturellement un désastre pour un village si on arrive avec une telle vitesse dans une voiture. Mais il faut tester, et on sait tester, on connaît vraiment les processus physiques derrière. Ça, Monsieur Londe, vous vouliez réagir, je crois. Est-ce que les industriels ne sont pas un peu rassuristes par nature ? Oui, peut-être. Mais non, ce que je voulais ajouter, c'est qu'effectivement, le risque, on ne l'a pas abordé là, pendant la petite conversation qu'on a eue, mais il est pris en compte dans les projets. Et ce que je voulais ajouter, c'est qu'il est pris en compte de plus en plus sous forme probabiliste et non pas sous forme déterministe. Ce qui permet d'avoir une réponse un peu moins binaire qu'il n'y a pas de risque ou il y a un risque. C'est-à-dire qu'on estime la probabilité de risque et on vit avec cette probabilité et on cherche à la diminuer. Mais on vit avec une probabilité résiduelle de risque. Ça, on ne sait pas l'éliminer. Est-ce qu'on peut imaginer de toute façon une activité sans risque ? Il n'y en a pas beaucoup, je pense. Non. Décidément, vous avez... un micro qui est... Oui, je pense que, accessoirement, on cherche le moindre des mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un vrai enjeu qui est l'enjeu du changement climatique. Je le répète. Le moindre mal, ça consisterait tout simplement à ne pas émettre de carbone. Bien sûr, mais donc si on veut arriver à ça, si on veut arriver à ça, il y a plein de solutions. Monsieur a raison, il y en a certaines qui sont probablement, dont les risques sont peut-être sous-estimés, mais fondamentalement, à un moment ou à un autre, on est quand même avec une épée de Damoclès qui, elle, est un vrai risque. Et on le voit au quotidien. Donc voilà, c'est probablement essayer de trouver souvent le moindre mal pour arriver à cette décarbonation. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Non ? Monsieur. Bonjour, je suis Raymond Michel, CNRS, je suis basé à Géoressources à Nancy. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de conflit d'usage du sous-sol ? On nous décrit par exemple beaucoup de forages, notamment pour la géothermie, et il a été évoqué des forages doubles servant de puits de chaleur ou de froid pour des bâtiments. Donc à chaque fois qu'on construit un immeuble, on risque de construire donc les deux forages. Et est-ce qu'on n'a pas un conflit, par exemple, avec l'usage de l'eau potable ? Est-ce qu'on va forer des trous partout ? Michael Philippe, merci pour votre question, monsieur. Oui, alors déjà, on aimerait avoir des problématiques de conflit d'usage. Ça veut dire qu'on aurait fait un grand pas dans le développement de la géothermie en France. Pour l'instant, malheureusement, on a encore assez peu cette problématique. Pour ce qui est des opérations sur les bâtiments, il est vrai qu'il y a un cadre réglementaire déjà qui empêche ces conflits d'usage si on le respecte bien pour les problématiques de géothermie dites de minime importance, donc les géothermies de surface, avec pour les sondes géothermiques un espacement de 5 mètres de la limite de propriété et une température qui ne doit pas avoir d'impact à 200 mètres pour les doubler. Ensuite, pour parler un petit peu de géothermie profonde aussi, on peut voir le côté vertueux de la géothermie, par exemple comme il se fait dans la nappe de l'Albien en Île-de-France, où on crée des opérations de géothermie qui sont des accès à cette nappe pour l'eau potable, qui peuvent être mobilisés pour l'eau potable en cas d'ultime secours. Donc ça peut aussi être une opportunité. Un grand merci à vous, messieurs. Je tiens à signaler que M. Cole a fait l'effort de s'exprimer en français. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Français qui vont s'exprimer aussi bien en Allemagne en allemand. Donc je voulais vous remercier pour l'effort. Et je veux remercier nos panélistes Antoine Charbonnier, Louis Londe, Thomas Cole, Jacques Ripoll et Michael Philippe. C'était très intéressant. On n'a bien sûr pas fait le tour de toutes les questions relatives à la décarbonation. Enfin,
j'espère qu'on a pu mettre la lumière sur un certain nombre de thématiques et on va continuer à le faire. Merci messieurs. Il est 15h30, Madame Hélène Stéphan, qui est manager à Enea Consulting, qui nous fait l'amitié d'être avec nous pour ce colloque gestion multi-échelle et multi-énergie des ressources et usage du sous-sol pour la décarbonation des réseaux. Voilà une présentation en forme de débrief, je le dis comme ça, de cette table ronde qui vient de s'achever. Et puis, je le disais, dans quelques instants, juste après votre intervention, on parlera de stockage de CO2. Merci Mathieu. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente Hélène Stéphan, je travaille au sein du cabinet de conseil Enea Consulting, qui est spécialisé dans l'accompagnement d'entreprises, de banques, de fonds d'investissement, dans la décarbonation de leur activité. Voilà, et donc mon sujet, c'est de vous exposer comment la décarbonation des réseaux d'énergie implique un changement de paradigme, à la fois parce qu'on est obligé de penser multi-échelle, c'est-à-dire différents niveaux géographiques d'action, et multi-énergie. D'abord, je vais vous exposer quelles sont les fonctions que justement le sous-sol peut apporter à la décarbonation des réseaux d'énergie. On sait déjà, ça a été longuement exposé, que le sous-sol offre de nombreuses ressources pour la décarbonation des réseaux. Dans les ressources qui sont mentionnées sur la slide, ce qui nous intéresse, c'est d'abord la ressource géothermale. Et le sous-sol offre aussi une capacité de couplage, en fait. Couplage d'abord des sources de production d'énergie avec les consommateurs, avec les usages, au travers des réseaux d'énergie qui sont souvent souterrains. Et dans les réseaux, on a des réseaux d'électricité, on a des réseaux de gaz et on a aussi des réseaux de chaleur. Et donc là, par exemple, vous avez représenté plusieurs couplages possibles. Vous voyez au niveau... alors, je vais peut-être prendre... Ça marche, c'est parfait. À ce niveau-là, par exemple, vous avez des capteurs photovoltaïques qui peuvent être utilisés en autoconsommation, donc avec, au niveau local, à une échelle locale. Et l'électricité photovoltaïque excédentaire peut être injectée sur le réseau national. Et donc, vous avez un couplage entre le niveau local et le niveau national. C'est donc une première forme de couplage. Le sous-sol peut aussi servir... donc je disais, le sous-sol offre une autre fonction qui est la capacité de stocker les énergies produites. Donc là, vous en avez plusieurs. Le stockage de chaleur, d'abord, souvent raccordé à un réseau de chaleur, mais aussi potentiellement raccordé à une unité de production d'électricité locale qui est associée à une pompe à chaleur pour convertir l'électricité en chaleur. Vous avez aussi du stockage de chaleur électrogène, c'est-à-dire la chaleur qui est à haute température et qui va pouvoir derrière être turbinée pour à nouveau produire de l'électricité. Et puis vous avez du stockage de gaz, donc méthane ou hydrogène en cavité saline, essentiellement comme on l'a vu dans la table ronde précédente. Pour l'hydrogène, pardon, et puis donc pour le gaz naturel en cavité saline, en aquifère ou en réservoir déplété. Alors donc le sous-sol offre différentes fonctions et ces fonctions elles sont intéressantes pour la décarbonation des réseaux d'énergie et je vais vous présenter pourquoi et ça répondra aussi à votre question, Monsieur Rouault, sur qu'est-ce que la décarbonation et en quoi le stockage peut contribuer à la décarbonation des réseaux. Le modèle d'origine d'aujourd'hui, qu'on abandonne petit à petit, c'est un modèle où on a peu de sources de production, elles sont plutôt centralisées, elles sont raccordées à un réseau qui lui-même alimente des consommateurs. Donc là, je vous illustre cette transformation à partir du réseau électrique, mais c'est aussi vrai pour le réseau de gaz et c'est aussi vrai pour le réseau de chaleur. Et donc ce réseau est unidirectionnel, c'est-à-dire l'énergie va depuis le réseau vers le consommateur.
La décarbonation des réseaux, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est notamment la pénétration des énergies renouvelables pour abaisser le contenu carbone des réseaux. Eh bien, cette pénétration des énergies renouvelables, elle génère quelque part une double contrainte, une double exigence. Il y a d'abord un caractère décentralisé qui s'affirme beaucoup plus et qui implique que le réseau peut devenir multidirectionnel. Et il y a par ailleurs un caractère intermittent des énergies renouvelables qui fait que la production peut subir des évolutions souvent rapides, parfois rapides et parfois aléatoires, à laquelle les réseaux doivent s'adapter. Donc ça, c'est vrai en général pour les énergies renouvelables. Ça n'est pas vrai, comme on l'a vu tout à l'heure avec Monsieur Laplèche, pour la géothermie qui est capable de fournir une production de base. Donc ces évolutions de la production, il faut les compenser. Et on peut les compenser de deux manières. Par le stockage d'abord, donc le stockage intersaisonnier, stockage de gaz souterrain, ou le stockage de chaleur. Donc en fait, le stockage apporte une forme de flexibilité au réseau électrique. Il permet de gérer l'intermittence et quelque part il apporte une production de pointe qui peut être qui peut venir compenser, suppléer la production par les moyens de production classiques hors stockage. Et deuxième façon de compenser ces évolutions de la production, c'est le couplage. Donc le couplage, il peut se faire en fait aussi de deux manières. Soit le couplage vient notamment le vecteur de l'hydrogène. Pourquoi ? Parce que quand on peut produire de l'hydrogène à partir de l'électricité du réseau, et cet hydrogène soit peut être injecté dans le réseau de gaz naturel sous certaines conditions, soit lui-même servir avec du CO2 donc à hydrogéner le CO2 et à faire du méthane qui peut être lui-même injecté dans le réseau de gaz. Donc là, on a un couplage, électricité-gaz. Et on peut aussi avoir un couplage par le stockage. J'en parlais tout à l'heure. Par exemple, si on a une production d'électricité qui est excédentaire, cet excédent, on peut le transformer en chaleur. Et cette chaleur, le stocker pour éventuellement après s'en resservir, si c'est de la chaleur haute température, après returbinage pour reproduire de l'électricité. Donc le sous-sol est utile à la décarbonation de par ces deux fonctions qu'il permet d'assurer, couplage et stockage, en plus des ressources qui permettent de faire la décarbonation des réseaux, donc la ressource géothermale. Pourtant, ces fonctions aujourd'hui sont largement sous-utilisées parce que les réseaux sont indépendants, en tout cas ils l'étaient. Aussi bien le réseau électrique que les réseaux de chaleur ou les réseaux de gaz sont séparés les uns des autres et ont peu d'interaction. Alors, il y a, pour vous donner quelques ordres de grandeur et avoir juste des grandes masses en tête, j'ai indiqué les longueurs de réseau, mais ce qui est aussi important, c'est de se rendre compte que sur les réseaux d'électricité, on a en France à peu près une consommation de l'ordre de 400-450 TWh. Sur le gaz, quasi intégralement importé, on est autour de 450-500 TWh. Alors, ce n'est pas les mêmes TWh, mais voilà, j'utilise la même unité. Et en fait, sur les réseaux de chaleur, on est à une dimension plus petite. Les réseaux de chaleur, ils se développent à une échelle locale, de quartier ou une échelle urbaine. On est à moins de 50 TWh. Il y a déjà évidemment des capacités de stockage qui sont développées et essentiellement en fait aujourd'hui sur le gaz. La France a une capacité de stockage d'environ 130 TWh, donc c'est une part importante de sa consommation, répartie sur 11 principaux sites. Pour le stockage d'électricité, c'est beaucoup plus limité. Aujourd'hui, on stocke l'électricité par des stations de transfert d'énergie de pompage, ce qu'on appelle les STEP, c'est-à-dire de l'électricité dont on se sert pour pomper de l'eau en altitude avant de les returbiner en période de pointe.
Les 4800 MW de puissance que j'ai indiqués correspondent à 0,4 TWh à peu près d'énergie stockée. Donc 0,4 TWh par rapport à 400, 450 dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez que c'est beaucoup plus faible que pour le gaz. Et puis sur le stockage de chaleur, on a assez peu, en tout cas en France, de stockage intersaisonnier qui est déployé. Voilà pour le stockage. Pour le couplage, c'est encore plus marqué, c'est-à-dire qu'à ce jour, les couplages, enfin le couplage qui existe entre les différents réseaux, c'est du couplage du réseau de gaz vers le réseau d'électricité à travers les centrales électriques qui fonctionnent au gaz naturel, donc les turbines, les cycles combinés, etc. Et on pourrait faire beaucoup plus que ça. On pourrait... donc il y a de nombreuses technologies qui existent pour coupler le réseau de gaz et le réseau électrique. Donc centrale à gaz, j'en ai parlé, mais il peut y avoir les piles à combustible. On peut aussi aller de l'électricité vers le gaz avec les électrolyseurs, donc, qui permettent de produire de l'hydrogène vert, à la différence du réformage qui utilise du méthane pour produire de l'hydrogène. On peut aussi partir de la chaleur pour produire de l'électricité qui peut être ensuite électrolysée. Bon, ça, c'est l'alternateur à vapeur, c'est aussi quelque chose qui existe. Et voilà, donc il y a de nombreuses technologies qui pourraient être utilisées. Je parle là essentiellement des technologies qui sont à maturité avancée. On verra ultérieurement qu'il y a aussi des technologies qui sont en cours de développement. Voilà, mais qui sont aujourd'hui, ces possibilités de couplage sont peu utilisées. Alors je voulais, pour illustrer un petit peu ces propos, vous donner plusieurs exemples de couplage possibles, soit multi-échelle, soit multi-énergie, à différentes échelles notamment, et en commençant par le bâtiment. Donc ça, c'est une technologie qu'en fait on a vu, qui a été exposée dans la table ronde précédente rapidement, qui a été développée par une société qui s'appelle Axanta, à la suite d'un programme de recherche notamment cofinancé par le BRGM, et qui consiste en fait à associer, à intégrer un stockage intersaisonnier géothermal par champ de sonde, et donc, comme on le disait tout à l'heure, à capter l'énergie, enfin la chaleur en été pour la restituer en hiver, et à capter le froid en hiver pour la restituer en été, et qui utilise également plusieurs vecteurs énergétiques pour la chaleur. Donc, il y a des capteurs solaires basse température qui ont une efficacité qui est plutôt faible, mais avec un différentiel de température qui est bien adapté au réseau, au stockage géothermal. Il y a aussi des panneaux photovoltaïques qui produisent de l'électricité et dont l'excédent est utilisé dans une pompe à chaleur pour produire de la chaleur, qui est elle-même stockée ou utilisée selon les besoins. Et puis en été, il y a aussi possibilité de s'approvisionner directement avec l'électricité du réseau, qui est peu chère et plutôt décarbonée, en tout cas plus décarbonée qu'en hiver, et à utiliser cette électricité à nouveau dans une pompe à chaleur pour produire de la chaleur. Donc voilà, différents vecteurs énergétiques qui sont intégrés dans un système associant un stockage géothermal et qui permettent d'obtenir des performances énergétiques et environnementales qui sont très appréciables. Donc, j'ai indiqué là sur la slide une référence d'Axanta chez Prologis, donc un bâtiment de 100 000 m², qui permet de réduire les émissions de carbone de 90% et celles d'énergie de 70%. Voilà, et c'est une solution qui aujourd'hui est compétitive dans le contexte actuel de prix du gaz élevé avec le prix de la chaleur sur un réseau de chaleur. Donc là, on est à l'échelle du bâtiment. Si on monte à l'échelle du quartier, de la zone urbaine, de la zone industrielle, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà en fait des références où le stockage saisonnier de chaleur est utilisé.
en Europe. Et notamment ici, j'ai voulu vous présenter une référence aux Pays-Bas, au Danemark, pardon, où en fait, on a des panneaux solaires thermiques qui produisent de la chaleur basse température et qui sont connectés à un stockage souterrain. Alors, c'est pas un champ de sonde, c'est une excavation en fait dans laquelle on vient stocker de l'eau chaude. Voilà, et donc, tout ça c'est pour le stockage. Et au niveau de la production, je vous ai parlé des capteurs solaires thermiques. Il y a aussi de l'énergie, de la chaleur produite à partir de biomasse et de l'électricité, et une pompe à chaleur alimentée en électricité par l'énergie qu'on peut récupérer des fumées de la chaudière biomasse. Avec ce système énergétique, donc, qui est assez intégré, la ville de Marstal, donc au Danemark, arrive à produire 50% de ses besoins de chaleur en hiver par ce système. Autre niveau, le niveau de la région, qu'il est important de mettre en exergue parce que c'est au niveau de la région que sont portés plusieurs schémas de planification énergétique territoriale. Je pense notamment au schéma d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, les SRADET, mais aussi les schémas de raccordement au réseau d'énergie renouvelable, les S3R, ENR. Et donc, voilà, c'est un maillon de la chaîne de la chaîne territoriale qui est important pour le développement des énergies renouvelables et donc la décarbonation des réseaux. Alors, j'ai voulu citer ici l'exemple de la région Nouvelle-Aquitaine qui porte de nombreuses initiatives variées dans le domaine de la production d'énergie géothermique, pour commencer, avec la reconversion de gisements déplétés, mais aussi dans le domaine du stockage, alors de multiples vecteurs énergétiques à nouveau, de chaleur, mais aussi de méthane, issus notamment de méthanation biologique, donc, qui se fait in situ dans les digesteurs de méthanisation, et aussi le stockage d'hydrogène au niveau du projet Picasso dont on a parlé dans la table ronde précédente, et puis au niveau aussi du port de Bordeaux. La région Nouvelle-Aquitaine porte aussi des initiatives autour du couplage, donc couplage entre le réseau d'électricité et le réseau de gaz via le vecteur d'hydrogène, également étudié dans le projet Picasso. Donc je ne vais pas revenir sur le projet Picasso parce qu'on Terega l'a présenté dans la table ronde précédente. Je voulais vous mentionner aussi le projet Impulse 2025 qui est aussi porté par Terega et qui justement illustre très bien le raisonnement qu'il faut avoir quand on parle de décarbonation des réseaux, à savoir un raisonnement en système intégré où on essaye de maximiser les couplages, les stockages entre différents vecteurs énergétiques, et tout ça, ça se fait par un pilotage en fait intelligent. Et le rôle du numérique et des outils de pilotage intelligents et par machine learning est très important pour arriver justement à piloter au mieux ces systèmes énergétiques et arriver à décarboner les réseaux. Enfin, je voulais vous présenter des exemples de couplage en fait, au niveau national, en partant des enjeux de stockage. Donc aujourd'hui, comme cela vous a été présenté à plusieurs reprises dans cette journée, il y a des stockages de gaz en France qui sont en volume très important, en capacité très important. Et pour décarboner les réseaux, on cherche donc, comme je vous l'ai dit, à développer l'usage de l'hydrogène, et cet hydrogène à le stocker dans les stockages de gaz naturel. En tout cas, c'est quelque chose qui est regardé aujourd'hui avec des pilotes. Et j'ai mentionné ici le pilote Ipster, qui est piloté par la société Storengy, et qui vise à voir dans quelles conditions en fait l'hydrogène pourrait être stocké dans des cavités salines normalement utilisées pour le stockage de gaz naturel.
Donc on est au stade d'un pilote. On parle de 2 à 3 tonnes d'hydrogène stocké dans des cavités salines, alors que les cavités salines dans cette région, le projet a lieu dans l'Ain. Les cavités salines donc sur le territoire ont une capacité de 44 tonnes. Donc voilà, on est vraiment à l'échelle du pilote, mais c'est quelque chose qui est beaucoup regardé parce que le vecteur d'hydrogène est un vecteur très important pour le couplage des réseaux. Alors, voilà, on a un changement de paradigme qui est très important. On est obligé de penser multi-échelle, multi-énergie pour arriver à décarboner les réseaux. Et quand on dit changement de paradigme, forcément, ça a des implications sur la façon dont on pense et on met en œuvre la gouvernance, la gouvernance des projets et la gouvernance des dynamiques de décarbonation des réseaux qu'on veut voir à l'œuvre. Et à cet égard, pour la décarbonation des réseaux, les collectivités territoriales ont un rôle majeur à jouer en tant qu'acteur qui doit impulser la direction que le territoire veut prendre en termes de décarbonation et qui planifie aussi les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs que le territoire souhaite se donner. Et donc en lien évidemment avec la temporalité de ces objectifs-là. Donc ça c'est le premier élément qui est à prendre en compte dans les enjeux de gouvernance. Le deuxième, c'est que qui dit territoire dit multiplicité d'acteurs impactés aussi par la dynamique que le territoire veut se donner et puis les projets qui vont se développer derrière. Et donc c'est la direction et puis la planification de la feuille de route doit être faite en concertation avec les acteurs du territoire pour que les projets qui derrière découleront des objectifs que le territoire se sera donné reçoivent la légitimité dont ils ont besoin pour se développer. Donc ça c'est très important. Donc la consultation est un enjeu clé. Les acteurs du territoire doivent aussi, dans une certaine mesure qui est à définir, participer aux décisions. Et c'est pour ça qu'on parle de gouvernance élargie, sur laquelle je ne m'étendrai pas trop parce que je crois qu'il y a une session qui est consacrée à ce thème-là. Voilà, en tout cas, co-construction de la direction et de la planification sont 2 enjeux très importants en termes de gouvernance pour assurer une décarbonation des réseaux à l'échelle territoriale. Et il est important aussi de dire que le fait que la décarbonation des réseaux est une dimension multi-échelle et multi-énergie très importante apporte une spécificité en fait aussi à ces enjeux de gouvernance. C'est-à-dire qu'il faut articuler quelque part les objectifs qu'on se donne au niveau territorial avec la planification et les objectifs qu'on se donne à un niveau national, voire européen. On a de plus en plus de projets où on parle d'autoconsommation, on en parle beaucoup par exemple sur le photovoltaïque. Ce serait dommage, voire néfaste pour la dynamique de décarbonation que ces acteurs-là ne se sentent pas faire partie prenante d'un tout qui est plus large qu'eux et ne se sentent pas participer à des objectifs au niveau territorial, mais aussi au niveau national. Et donc, pour que ce sentiment de participation soit plein et entier, il faut de la concertation. Ça paraît être un élément important. Voilà. Et puis pour conclure, je conclue par une slide d'ouverture en fait, pour dire qu'en fait, on a de nombreuses technologies qui existent pour le stockage, pour la production, pour le couplage. Je disais en cours de présentation que toutes ne sont pas à un niveau de maturité commerciale, c'est juste comme vous le voyez sur cette slide. Et pour autant, l'enjeu de la décarbonation, ce n'est pas que de faire venir ces technologies à maturité,
mais c'est d'aller plus loin et de penser système intégré, donc en intégrant ces fonctions de stockage et de couplage pour lesquelles le sous-sol a un vrai rôle à jouer. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Stéphan. Cette intervention conclut donc la session consacrée à la décarbonation.